des spécialistes, euh, plus ou moins tous des spécialistes du Moyen-Orient, mais me pose la question de savoir si finalement travailler sur le djihadisme en France, en Europe, et même de façon générale sur le djihadisme tout court, a encore une pertinence en 2020. On est un mois avant l'assassinat de Samuel Paty. Donc je leur dis que je ne comprends même pas la question. Enfin, et je me rends compte qu'en fait, c'est un propos qui est largement tenu. Des gens qui disent, mais enfin, pourquoi tu travailles encore sur ce sujet? C'est terminé. Et évidemment, ça me choquait beaucoup, puisque pour moi, je voyais ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que Daesh avait été détruit militairement, mais moi, ce que je voyais, c'était qu'en fait, avant ça, on avait eu tout un tas d'occasions aussi de se réjouir de la destruction d'Al-Qaïda en Irak, de l'évolution aussi du djihadisme avec la disparition donc, de toutes les infrastructures qu'ils avaient pu monter en Europe à l'issue du 11 septembre 2001, etc. Mais la réalité, c'est que le phénomène a plutôt fait qu'empirer jusque-là. En tout cas, il était en permanence revenu sous d'autres formes. Et donc, qu'on puisse dire aussi vite, quelques mois après la déroute militaire de Daesh en Syrie, en Irak, qu'il n'y avait plus de djihadisme et qu'il fallait même plus se poser des questions et travailler dessus, que ce n'était plus un objet, de la part de chercheurs, ça me choquait. Et donc, de ces échanges-là, en fait, sont apparus un certain nombre de réflexions, comme quoi c'est très important de se confronter aussi à des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue sur les mêmes objets, parce que c'est ça qui a été l'impulsion. Et l'impulsion, ça a été de me dire, déjà, est-ce que c'est un problème aux États-Unis de ne pas voir le phénomène comme nous, on le voit en Europe? Donc, est-ce que je suis victime finalement d'un décentrement américain qui me permet de voir autre chose? Donc, est-ce qu'en Europe, finalement, les gens sont comme en France, c'est-à-dire persuadés qu'on n'est pas, que le phénomène n'est pas derrière nous? Ce qui m'a en fait amené à penser à la question européenne. Donc déjà, d'être aux États-Unis, je n'ai pas vu la France, j'ai vu l'Europe. Le deuxième élément, c'est que très rapidement aux États-Unis, à partir du moment où il y a eu l'attentat de Samuel Paty, le réflexe a été de dire oui, mais ça, c'est parce que c'est la France. Parce que finalement, la France a un système républicain, laïque, etc., qu'elle a un problème, c'était les propos que j'entendais, hein, qu'elle a un problème avec l'intégration et la gestion du passé colonial, que finalement, le système laïque est exclusif et à partir de là, ça génère des tensions particulières en France, etc. etc. Donc là aussi, finalement, est-ce qu'on était face à une situation proprement française après Paty ou est-ce qu'on était face à quelque chose de plus large? Et de l'ensemble de ce constat qui, au début, me désarçonne, hein, je dois dire, j'arrive là avec finalement plus de questions que de solutions. Je me suis dit, ben, on va voir si en fait il y a un phénomène européen ou un phénomène français. Pour ça, je vais me plonger dans les archives à Princeton pendant 2 mois et demi. Voilà, c'est une immense bibliothèque, splendide par ailleurs. Et donc, vraiment, je me dis, je joue à fond la carte d'exploiter les ressources à ma disposition. Et là, je commence à tomber sur des éléments qui me permettent de comprendre les questions qu'en fait me posent les collègues. Savoir, premier élément, mais vraiment, ça m'apparaît clair comme de l'eau de roche, en exploitant les sources francophones, anglophones et dans une moindre mesure arabophone, je me rends compte que la question du djihadisme est quasiment tout le temps liée, mais voire uniquement adressée, évoquée à travers la question du terrorisme. Donc, quand on regarde un peu sur les perspectives historiques qui sont produites autour de la question du djihadisme en Occident, on tombe tout le temps sur la question des attentats. Donc, par exemple, il y a un livre assez bien ficelé par ailleurs d'un auteur norvégien. C'est l'histoire du terrorisme islamiste en Europe. Voilà, terrorisme islamiste. En fait, il parle d'attentats djihadistes. Ça, c'est l'élément le plus proche que je suis arrivé sur quelque chose qui raconterait l'histoire européenne du mouvement. Mais bon, du coup, premier biais que j'observe, celui-ci. Djihadisme égale terrorisme. Alors que pour moi, le djihadisme, à partir du moment où c'est une idéologie, ça peut être bien des choses et bien des choses en dehors, évidemment, de la question terroriste. Pour moi, c'était réglé dans ma tête que le terrorisme était un moyen et que les djihadistes utilisaient d'autres moyens, y compris non violents, y compris de la propagande, y compris de la persuasion, y compris des procédures très claires pour diffuser leurs idées qui n'avaient rien à faire avec le terrorisme. Premier élément. Deuxième élément,
qui me marque beaucoup à travers donc, cette exploration des archives, c'est qu'on arrive très rapidement à la question du djihadisme qui est traitée par le biais des organisations. Le djihadisme, c'est Al-Qaïda. Le djihadisme, c'est Daesh. Le djihadisme, c'est les Shebab. Le djihadisme, c'est le GIA, etc., etc. Alors qu'effectivement, on a des organisations qui se réclament du djihadisme, mais là encore, on peut affaiblir Daesh et Al-Qaïda durablement et pourtant avoir une idéologie djihadiste qui se diffuse indépendamment de ces groupes. Donc, dit autrement, on a des véhicules qui se réclament du djihad, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des piétons et des autobus et d'autres formes voilà, de mouvements qui vont adhérer à cette idéologie. L'idéologie n'a pas forcément besoin d'être incarnée par des groupes pour exister. Et donc, de la même façon qu'on ne peut pas réduire le djihadisme au terrorisme, on ne peut pas réduire le djihadisme à des organisations. Et surtout, est-ce qu'il ne faut pas distinguer l'affaiblissement des organisations djihadistes de l'affaiblissement de l'idéologie? Dit autrement, si on détruit l'organisation, mais que toutes les conditions qui ont conduit l'idéologie à se diffuser sont encore là, on risque d'avoir encore pas mal de djihadistes. Ça prendra d'autres formes, mais voilà. Donc, tout ça m'a amené à la question de l'idéologie en tant que telle et de ses moyens de diffusion. Et à l'issue donc, de ces échanges avec les collègues et de ces explorations des archives, j'en arrive à me rendre compte que, il n'y a pas d'histoire du djihadisme européen qui a été écrite. On a des histoires, je vous dis, le plus proche, c'est l'histoire du terrorisme islamiste. Premier élément, je me dis, tiens, c'est quand même étonnant que, vu l'ampleur du phénomène, vu la dimension que ça a pris dans les débats publics européens, et évidemment avec des effets politiques, ce n'est pas à vous, mesdames et messieurs, que je vais l'apprendre, l'ampleur politique que ça a pris, que finalement, il y ait que cette approche traitée sur l'angle du terrorisme, qu'il n'y ait pas d'histoire européenne du phénomène. Premier élément. Deuxièmement, toute la question de ce qu'est le djihadisme en dehors des attentats est quasiment absente. Il y a des aspects qui apparaissent ça et là sur ce que peut être le djihadisme en dehors des attentats, mais c'est toujours traité très rapidement. Et toutes les questions que moi j'avais, c'était, j'y trouvais des réponses sur 3 lignes à chaque fois. Donc j'étais assez frustré. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que le djihadisme est en dehors des attentats sur le long terme et à l'échelle de l'Europe? Est-ce qu'on a un djihadiste français, italien, espagnol, belge, etc. Ou bien est-ce qu'on a un phénomène européen? Qu'est-ce que le djihadisme en dehors des attentats dans ces différents pays, etc. Donc, je commençais à avoir, avec la lecture, différents éléments qui me permettaient de documenter tout ça, mais je n'avais pas, on va dire, la figure d'ensemble. Le dernier point, et vous voyez que c'est à chaque fois des questions assez basiques, hein, je ne pars pas d'hypothèses de recherche très compliquées. D'ailleurs, je pense que les bonnes hypothèses de recherche, c'est souvent des grandes questions que les gens se posent, qu'il faut mettre voilà, sous forme d'hypothèses, et puis à partir de là, on explore, et c'est ça qui nous amène. Et donc, comme je ne suis pas très sophistiqué, la question que je m'étais dit, c'est à partir du moment où le djihadisme, c'est une idéologie, on est à peu près certain, là, je pense qu'on est tous d'accord, pour dire que ça ne pousse pas dans les forêts, ça ne tombe pas avec l'eau de la dernière pluie, donc le djihadisme, ça ne s'attrape pas comme le Covid, quoi. Donc, à partir de là, il y a bien eu un individu en Europe qui, à un moment donné, dans l'histoire, a été le premier djihadiste européen. Le premier individu qui était porteur de cette idéologie, il a existé. Et mon hypothèse à partir de là, donc constat assez basique, c'était, est-ce que ce premier individu, probablement d'ailleurs qu'il n'y en avait pas qu'un, mais est-ce que c'est retraçable dans l'histoire? Est-ce qu'on peut reprendre ce mouvement depuis les origines, en fait? Tout en sachant, et ça vous devez le savoir, que le phénomène de djihadisme dans sa matrice actuelle, dans sa forme contemporaine, on a un point de départ très identifié. C'est la guerre d'Afghanistan des années 80. Suite à l'invasion de l'URSS, s'organise une résistance afghane et dans les marges de cette résistance apparaissent plein d'islamistes radicaux venus de l'ensemble du monde occidental. Donc on parle de plusieurs milliers d'individus qui vont former par hybridation de leurs différentes idéologies. Il y en a qui viennent de la branche des frères musulmans radicalisés, originaires d'Égypte, de Syrie, etc. D'autres viennent du salafisme saoudien. Tout ça va se mélanger, ça va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme, dans les marges de la résistance afghane. Ce phénomène djihadiste qui a donc émergé en Afghanistan, c'est le point de départ, c'est le berceau idéologique. Et donc, l'hypothèse que je pose, c'est de dire,
est-ce qu'on peut voir un lien direct entre ce point de départ en Afghan, le creuset, on va dire, du djihad international, et le djihadisme européen? Parce qu'il y a eu translation de l'un à l'autre. Et donc, comme je suis assez basique, je me suis dit, est-ce qu'il y a des individus? Est-ce qu'on peut juste voir des individus qui seraient passés de l'un à l'autre et qui nous auraient amené cette idéologie à partir d'un centre historique qui est très identifié? Et la réponse est oui à ça. On a le point de départ en Afghanistan, et si on veut comprendre comment on arrive avec les premiers djihadistes en Europe, c'est tout simplement des vétérans du djihad d'Afghanistan qui, au début des années 90, vont débarquer en Europe dans certains lieux, dont notamment Londres, on va en parler, qui s'appelle désormais le Londonistan. À cette époque-là, ce n'était pas le terme qu'on employait, mais c'est le terme qui va apparaître quelques années plus tard. Donc, il y a pas mal de vétérans. Quand je dis pas mal, je parle de quelques dizaines. Pour Londres, c'était de l'ordre de douzaines, quoi, une trentaine de vétérans qui débarquent d'Afghanistan et qui vont s'installer à Londres entre 90 et 95. Pareil à Bruxelles, dans les quartiers historiques, on va voir apparaître des vétérans. Et donc, au début, c'est vétérans d'Afghanistan, puis on voit aussi apparaître des vétérans du djihad algérien, qui apparaît dans les années 90, et du djihad en Bosnie. Bref, ça, c'est le premier lien entre le djihadisme international à l'Afghanistan et l'Europe, c'est ces individus. Pour comprendre ce qu'ils vont faire et ce que va être ce djihadisme en dehors des attentats, il convient déjà de comprendre, du coup, ce qui était la deuxième hypothèse à partir de là, est-ce qu'ils ont fait la même chose en Europe que ce qu'ils ont fait dans les marges du conflit afghan? La réponse, là aussi, est oui. Et donc, ce que je fais dans le livre, ce que je fais dans mes recherches et ce que j'essaye de vous présenter succinctement ici, c'est de dire, déjà, étudions ce qu'a été le modèle originel de diffusion du djihadisme à partir de l'Afghanistan. Et alors là, bien que la question afghane était quand même vachement documentée dans beaucoup de travaux, y compris des travaux très brillants en France, les travaux dans les années 90-2000 de Gilles Kepel, évidemment, de Bernard Rougier, de Gilles de Ronsoro. Enfin, on va trouver beaucoup de monde qui ont très, très bien questionné et traité la question afghane. Mais il y a un élément sur lequel je restais un peu sur la fin, c'est en fait, est-ce qu'il y a ce lien entre ce qu'ils faisaient en Afghanistan et ce qu'ils faisaient en France, et pour ça, ou en Europe? Pour ça, déjà, ce qui est frappant, c'est de se rendre compte que la guerre d'Afghanistan, c'est 1979-1989. D'accord? C'est 10 ans. 10 ans, d'ailleurs, ce n'est pas aussi loin que ça nous paraît, parce que c'est 10 ans de guerre, mais l'URSS, quand elle rentre en Afghanistan à Noël 1979, ils appellent ça une opération spéciale, comme en Ukraine. Comme en Ukraine, ils pensent que ça va durer 2 semaines. D'ailleurs, ils prennent Kaboul tout de suite. Et cette guerre, qui devait donc être la plus courte et une opération spéciale, a été la guerre la plus longue, la plus meurtrière, la plus coûteuse de l'histoire de l'URSS. Et ça va notamment aboutir à l'effondrement de l'URSS 2 ans après le départ de Kaboul en 91, qui se produit par ailleurs quasiment au même moment que la chute du mur de Berlin. Donc, si vous voulez, cette erreur de calcul soviétique a été monstrueuse. Ça, on le sait. C'est documenté. Par contre, ce qu'on oublie de voir, c'est que l'Afghanistan ne s'est jamais remis de ces 10 années de guerre. Et moi, très souvent, j'entends des gens qui disent oui, Al-Qaïda, c'est les États-Unis, etc. Oui, c'est avant tout l'URSS qui envahit l'Afghanistan et qui va occuper le pays pendant 10 ans et qui va générer des millions de victimes dans ce pays et va détruire toutes les infrastructures et empêcher un autre avenir que 30 ans de guerre civile derrière. On parle rarement de l'héritage russe et soviétique quand on parle de djihadisme, et pourtant il est colossal sur l'Afghanistan, il est colossal sur la Tchétchénie. On y reviendra tout à l'heure. Ce que je veux vous dire, c'est que le djihadisme en tant que tel apparaît vraiment comme un mouvement à part à partir de 86, c'est-à-dire plutôt sur la fin de la guerre. Et ce qui est moins connu, c'est que 90 à 95% des djihadistes en Afghanistan ne sont pas en Afghanistan. Ils sont à Peshawar, c'est-à-dire au Pakistan, sur la zone frontalière afghane. Mais ils sont de l'autre côté. Dit autrement, ils étaient à l'arrière. Et il y avait très peu de djihadistes comme Ben Laden qui passaient la frontière pour aller combattre. Donc, premier point sur l'Afghanistan, point de départ du djihadisme, les djihadistes sont à l'arrière à Peshawar. Ils ne sont pas au front. Il y en a quelques-uns, mais le plus gros, c'est à l'arrière. Deuxième élément, à Peshawar, ils s'endoctrinent, ils passent leur temps
dans des instituts salafistes. Il y a une université de la prédication et du djihad qui est créée. Il y a, il y a des séminaires religieux qui sont montés avec des profs, des chers, si vous voulez, des autorités intellectuelles, religieuses qui prêchent la théorie djihadiste qui vient de prendre forme à l'époque. Ils écrivent des livres. Par exemple, le chef de tout ça, qui est le mentor de Ben Laden, s'appelle Abdallah Azzam, qui est palestinien. Lui, il publie livre sur livre. Et ces livres, ils sont ensuite diffusés bien en dehors de Peshawar. Ils vont monter une revue qui s'appelle Al-Jihad, qui se vendait à l'époque pour 5 francs dans le quartier latin. Donc, avec des réseaux de diffusion dans le monde entier, depuis Peshawar. Ils montaient des maisons d'hôtes. Ils venaient en aide aux réfugiés afghans qui étaient là, dont il y avait 300 000. Bref, c'était une matrice intellectuelle et idéologique et activiste, militante, bien avant d'être une matrice guerrière. Deuxième point. Le troisième point, c'est qu'ils vont, dans cet environnement, atteindre leur pic en termes de nombre et d'organisation, pas au pic de la guerre, mais après le départ des Soviétiques. Donc, encore une fois, les Soviétiques se replient en 89 d'Afghanistan. Le pic de Peshawar, là où il y a le plus de djihadistes, de militants, etc., c'est 92. Quand le régime pro-soviétique à Kaboul est tombé et que l'armée rouge est partie. Donc, dit autrement, que la raison d'être originelle du djihad en Afghanistan avait disparu. Ce que moi j'appelle la marée basse, c'est-à-dire en dehors de tout contexte chaud pour les djihadistes. Donc, on récapitule, point de départ du djihadisme. À l'arrière, sous une forme de matrice intellectuelle, encore plus qu'une matrice guerrière, en dehors d'une période de pic à marée basse. Ça, c'est ce qui m'amène du coup vers l'Europe, c'est qu'est-ce que font les djihadistes quand ils débarquent en Europe. Et ce que je viens de vous définir, c'est ce que j'appelle le modèle de Peshawar, le début du djihadisme. Ce qu'on constate, c'est que les vétérans d'Afghanistan, les vétérans du GIA, les vétérans du djihad en Bosnie, en Tchétchénie, etc., ils vont dupliquer ce modèle-là partout où ils s'installent en Europe et pas qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on va les retrouver en Asie du Sud-Est, on va les retrouver en Somalie, on va les retrouver au Soudan, au Sri Lanka. Bref, dit autrement, il y a un modèle universel de diffusion du djihadisme à l'échelle locale qui correspond à des adaptations de ce modèle de Peshawar. Et en Europe, le modèle le plus clair, là où il a été le plus développé, le plus poussé, c'est à Londres. C'est pour ça qu'on appelle ça le Londonistan. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas seulement une sorte de recherche empirique et des conclusions à laquelle j'en suis venu, c'est des éléments dont les djihadistes eux-mêmes se vantaient. Je vous prends par exemple l'un des idéologues très connus de la mouvance djihadiste qui s'appelle Abu Musab al-Souri, qui était un temps le conseiller média de Ben Laden. Lui, quand il parle de Londres, en 97, il dit Londres, c'est le Peshawar du réveil islamique en Europe. Donc, il fait le lien immédiatement entre Peshawar et Londres, entre la zone AFPAC, Afghan-Pakistan, et le Londonistan. C'est d'ailleurs ces gens-là qui m'ont aiguillé au fur et à mesure, parce qu'en fait, je retrouvais la référence à Peshawar dans tous les propos des gars de Londres. Donc, visiblement, ils avaient été marqués par l'expérience. Et quand on regarde ce qu'est le Londonistan, vous avez des vétérans, donc des acteurs djihadistes, porteurs de ces idées, qui mettent en place ce que j'appelle des machines de prédication, c'est-à-dire des structures, des associations, des séminaires religieux. Dans les années 90, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, ils prennent des mosquées, enfin en tout cas plus sous cette forme. Ils prennent des mosquées, donc c'est typiquement la mosquée de Finsbury Park à Londres, avec Abu Hamza qui contrôle ça et qui s'en sert comme back-office pour toutes ces activités, y compris d'ailleurs plus tard terroristes. Ils montent des événements à Wembley, 15 000 personnes en août 94, rassemblées par un certain Omar Bakri, passé par Peshawar. Ils vont monter des stands. Omar Bakri, le même, va fonder à un moment donné une entreprise qui, tenez-vous bien, va bénéficier va être incubée dans un incubateur de start-up de Tottenham. Il va recevoir des subsides de l'État britannique. En fait, cette soi-disant start-up de technologie et de nouvelles communications, c'est une imprimerie qui lui permet d'imprimer, donc avec les subsides de l'État britannique,
des fascicules de propagande qu'il va ensuite soit distribuer gratuitement, soit vendre à perte à tous les gens qui viendront à ses rassemblements. Donc, vous voyez, c'est des structures très concrètes pour diffuser leurs idées. Et ce que font ces individus au Londonistan est assez passionnant. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, tout est précisé, détaillé dans le livre. Ce qu'ils font qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'ils vont mettre en avant des idées. Et je pense qu'on a perdu en Europe une sorte de rapport assez naturel aux idées. On pense que les idées, c'est des trucs faibles. On pense que c'est des trucs qu'on relativise. Les idées, pour les djihadistes, c'est tout ce qu'ils ont. D'accord ? Et donc, eux, leurs idées, quand il a fallu les diffuser, ils ont pris ça très, très au sérieux. Et parmi les choses que font les djihadistes dans les années 90 à Londres, outre traduire, diffuser, imprimer, etc., ils vont organiser des conférences dans lesquelles ils vont faire venir des individus qui jusque-là n'avaient diffusé leurs idées qu'en arabe. Et donc des concepts qu'ils vont prendre et qui vont traduire de la langue arabe vers l'anglais et publier des documents, des mémoires de master faits en Arabie Saoudite, dans les cercles salafistes, etc. Ils vont les traduire en anglais, mais ils vont aussi les publier. Et surtout, ils ne vont pas seulement les traduire linguistiquement, ils vont les traduire intellectuellement. Donc, d'un logiciel salafiste, mais pensé au 19e siècle en Arabie Saoudite, vers un logiciel salafiste européen qui est celui de la fin du 20e, avec des sociétés évidemment totalement différentes. L'un de ces concepts qu'on retrouve aujourd'hui partout sur TikTok, donc je vais un peu vous préciser ce qui est fondamental pour comprendre comment le djihadisme en tant qu'idéologie s'est diffusé en Europe, c'est le concept de l'allégeance et du désaveu. Pour vous dire, à ce stade-là, quand j'ai été à ce stade-là de mes recherches, j'ai failli partir sur un autre projet qui était de faire juste un livre sur l'allégeance et le désaveu. Tellement je me suis dit, c'est le concept central, etc. Du coup, j'en parle beaucoup dans le livre, mais j'aurais aimé presque en faire une œuvre à part. L'allégeance et le désaveu en arabe, ça se dit al-wala'a ou al-bara'a. Et ça vous paraît un peu bizarre, un peu lourd comme ça, allégeance, désaveu, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est normal, c'est un concept religieux du salafisme, c'est toujours un peu médiéval, vous voyez, c'est un peu pompant. Allégeance, c'est un principe médiéval, etc. Et pour cause, c'est ça le socle de référence des djihadistes aujourd'hui, c'est la tradition islamique médiévale qui réinvente, qui réinterprète, etc. Et en l'occurrence, ce principe, il est apparu sous sa forme, on va dire, conceptuelle au 19e siècle en Arabie Saoudite, donc à vrai dire assez loin de l'Europe, assez loin de nos sociétés européennes, dans un contexte très spécifique qui était l'occupation de l'Arabie Saoudite par les troupes ottomanes, par les troupes turques. Et cette occupation était très mal vécue par les cheikhs saoudiens, les cheikhs wahhabites, salafistes si vous voulez, qui considéraient que les Turcs n'appliquaient pas le bon islam. Ils n'appliquaient pas les préceptes du salafisme. Donc, même si les Turcs ottomans étaient des troupes du sultan et du calife à Istanbul, pour eux, c'était des mauvais musulmans auxquels il ne fallait pas faire allégeance. Et donc, tout le propos de ces chers salafistes du 19e siècle qui vont produire ce concept, c'est de dire que si les Saoudiens occupés font allégeance aux Ottomans, à l'Empire ottoman, alors ils sortent de l'islam. Ils vont devenir de mauvais musulmans. Tant bien même le sultan, le calife, etc. sont musulmans, c'est les mauvais musulmans, il ne faut pas les suivre. Si vous le faites, vous n'êtes plus musulmans. Au nom de ces chers salafistes. À l'inverse, si vous les désavouez, et ça se fait sur un certain nombre d'éléments clés de l'islam, alors vous êtes sûr que vous irez au paradis, que vous êtes un bon musulman. Voilà, c'est évidemment une logique politique de l'Arabie Saoudite du 19e siècle. Vous voyez, a priori, on est encore une fois très très loin de l'Europe. Ce qui se passe dans les cercles du Londonistan des années 90 avec Omar Bakri, c'est qu'il va prendre ce principe, il va le faire traduire vers l'anglais et il va notamment faire traduire des mémoires de master qui ont été faits à l'université de Médine quelques années plus tôt et qui expliquent qu'en gros, ce principe, c'est le principe que tous les musulmans doivent appliquer dans le monde aujourd'hui vis-à-vis de l'Occident, et notamment les musulmans européens. Et lui, il met ça en circulation dans des séminaires où il y a 40 personnes à l'époque à Londres, en expliquant que l'allégeance et le désaveu doivent s'appliquer à l'islam en Europe parce qu'il constate
que beaucoup d'Européens musulmans sont en train d'adhérer aux principes démocratiques et aux valeurs européennes de liberté, d'émancipation individuelle, etc., tout en étant musulmans. Et lui, il dit, ça, c'est pas possible. Donc, selon lui, il faut désavouer ces musulmans européens qui font ça et faire allégeance au seul et vrai unique islam, qui est l'islam salafiste, qui est en rupture avec toutes ces valeurs. Ce principe-là, quand il apparaît, pour la plupart des musulmans britanniques, y compris même les mouvances islamistes de l'époque, qui sont déjà là, les frères musulmans, etc., c'est un concept qui est totalement tiré par les cheveux. C'est absurde, si vous voulez. Mais il n'empêche que c'est suivi par quelques dizaines d'individus autour d'Omar Bakri, qu'Omar Bakri fait publier le livre, qu'il le diffuse gratuitement, qu'il commence à monter les premiers sites Internet, qu'il diffuse tout ça, etc. Donc, encore une fois, on ne peut pas penser l'évolution du djihadisme si on ne s'intéresse pas, vous voyez, à quelques concepts. Il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, c'est le plus important. Il y en a 2 ou 3 encore pour évoquer. Et la façon dont ils ont été pensés et diffusés avec un objectif très clair qui était de scinder totalement, de couper la trajectoire d'européanisation de l'islam, en fait, et l'adaptation de la doctrine, des doctrines religieuses à l'Occident. Et ça, c'est quelque chose qui va fonctionner à très petite échelle dans les années 90, mais qui va ensuite être repris, notamment à partir des années 2000 par les cercles salafistes. Et je vous le dis aujourd'hui, ce terme de désaveu, on le retrouve partout. Et quand ce n'est pas le terme, c'est la logique. Et notamment sur les réseaux sociaux. Si vous voyez aujourd'hui les contenus qui sont promus par TikTok, par les algorithmes de TikTok, par exemple, sur ces sujets-là, c'est hallucinant. C'est tout le temps la logique du désaveu. C'est tout le temps la logique de vous ne pouvez pas être musulman si vous faites ça, ça, ça. Si vous reconnaissez, si vous votez, si vous serrez la main des mécréants, si vous ne portez pas le voile le plus strict possible, si vous n'allez pas en burkini au truc, si voilà, c'est toujours cette idée que quelque part, si vous avez une pratique religieuse qui n'est pas super visible, super en rupture avec les valeurs dominantes dans les sociétés européennes, vous êtes déjà en train de basculer du côté de la mécréance. Cette idée, si vous voulez, il n'y a pas de pont possible entre les deux, qu'on est face à 2 systèmes totaux qui ne peuvent rentrer d'une manière ou d'une autre en connivence. Et ça va même plus loin pour ce qui s'agit de l'adaptation de ce concept pour les djihadistes. Les djihadistes qui rajoutent à tout ça, donc ils reprennent tout. Hein. Daesh parle que de désaveu. Vous regardez le magazine de propagande de Daesh depuis 2015, il parle que de désaveu. Bara'a, tout le temps. Il faut se désavouer d'avec, etc., etc. Ce que rajoutent les djihadistes, c'est que si vous ne détestez pas ce système-là, alors Allah vous en veut. Et qu'à l'inverse, si vous détestez, si vous luttez contre, si vous prenez les armes, si vous commettez des attentats, alors Dieu va vous aimer davantage. Donc, si vous voulez, ça devient des actes d'adoration, de détester la mécréance, etc., etc. C'est récompensé. Ce n'est pas simplement qu'il faut s'en prémunir, il faut lutter. C'est que vous êtes récompensé. Ça change tout. Je vous invite par ailleurs à regarder, on fait une petite pause là-dessus, si on considère que le djihadisme est une forme de totalitarisme, il n'y a pas beaucoup de systèmes totalitaires qui avaient ancré l'idée que de détester l'ennemi était quelque chose qui allait vous faire de vous quelqu'un de meilleur. Il y avait plein de systèmes autoritaires et totalitaires qui vous disaient qu'il fallait détester, que c'était indispensable parce que les autres sont méchants, parce que les autres vont vous nuire, vont vous détruire. Mais il y a assez peu qui un système de récompense interne pour plus vous détestez l'autre et plus vous allez être bon croyant, vous allez être récompensé par le système. Le djihadisme, c'est ça. C'est quand même, ça change tout une fois que vous l'avez intégré dans la logique. Donc, la logique d'adoration d'Allah, c'est détester l'ennemi, c'est quand même singulier. Ça, c'est le désaveu. Et c'est ça qui est mis en place. Vous remarquez à ce stade-là que je n'ai pas parlé une seule fois d'attentat pour l'instant. Enfin, si, j'ai mentionné le mot, mais je n'ai pas encore parlé des attentats. Ça se passe hors attentat dans les années 90 à Londres. Toute la logique est là. Toute la logique idéologique, les fondations pour basculer vers l'idée qu'il faut commettre des attentats et que c'est bien et que c'est récompensé, c'est dans ce concept. Omar Bakri lui-même, donc le fameux qui a fait traduire ces éléments-là, qui aujourd'hui est au Liban, qui est plutôt jeune, mais qui se félicite d'avoir, dit-il, été l'instrument de la conscientisation de l'islam européen, donc il sait très bien ce qu'il a fait. Celui-là, cet Omar Bakri, dit que
le concept et le désaveu, c'était la pierre angulaire de tout. Il ne s'est pas trompé, hein. On ne peut pas dire qu'il a mal lu, hein. Donc, moi, vous savez, je m'étrangle quand on me dit oui, les djihadistes, c'est des débiles, c'est des victimes, c'est des. Enfin, ok, bah, regardez ce qu'ils ont fait dans le détail. Ils ont compris quelque chose quand même des sociétés européennes, hein. Donc, de les sous-estimer, ça a été notre grand tort. Et plus largement, vous voyez le sens de mon propos, de ne pas prêter attention aux idées, de ne pas comprendre que la force de l'idéologie, elle est dans l'idée, justement. Et donc, on va pouvoir accélérer maintenant que les fondations sont posées. Le Londonistan, c'est le centre de la géographie européenne. C'est le Peshawar de l'Europe, si vous voulez, mais on a d'autres centres. Les vétérans sont installés à Bruxelles, à Copenhague, dans plusieurs villes aux Russes aussi, au Danemark, dans quelques villes d'Espagne, de France, de Belgique, de Pays-Bas, d'Allemagne, etc. Ce qu'on constate, c'est que partout où ils passent, ces vétérans, ils font la même chose, ils essayent de mettre en place des machines de prédication avec les mêmes procédés et des adaptations locales. Je vais vous prendre un exemple d'adaptation locale. Ulm, en Allemagne. Donc, Ulm, déjà, c'est très intéressant comme cas d'espèce parce que c'est l'anti-Molenbeek. Ulm, ce n'est pas une ville pauvre, c'est une ville très bourgeoise du sud de l'Allemagne, dans la Tech Belt. Il y a un maillage très fort de PME, il y a beaucoup d'emplois plutôt qualifiés, mais vous avez aussi une très bonne université locale. Bon, toutes choses égales par ailleurs, c'est une sorte de mix entre Toulouse et Aix-en-Provence. Vous voyez, c'est un peu le truc. Et ce qui est intéressant à Ulm, c'est que la ville d'Ulm est en Bavière, mais que vous avez le Danube qui coule et qui, quand vous passez de l'autre côté du pont, vous êtes dans la nouvelle Ulm, qui s'appelle Néo-Ulm, et cette ville est en Bade-Württemberg, donc dans un autre Länder. Et vous savez qu'en Allemagne, le système est très décentralisé et que les Länder ont beaucoup de compétences territoriales, notamment dans l'organisation politique, juridique, administrative et policière. Les vétérans, vous allez voir comment ils adaptent la machine de prédication à Ulm. Ils débarquent à la fin des années 90 à Ulm. Par ailleurs, en ayant très bien identifié qu'il y a juste à côté la forêt noire, que ça peut être pas mal si on doit faire des camps d'entraînement. Enfin, voilà, il y a toute une logique qui les amène à Ulm. Et à Ulm, ils vont monter un institut, donc un peu sur le modèle de ce que j'ai pu évoquer pour le bureau des services à Peshawar et les différentes antennes à Londres. Ils montent un institut, d'ailleurs, qui est une antiphrase en soi, puisque ça s'appelle l'Institut, ça s'appelle la maison multiculturelle. Donc, vous prenez l'inverse et vous avez à peu près ce qui était la norme islamique dans le truc. Cette maison, c'est des voyages scolaires pour les enfants qu'ils amènent dans la forêt noire, justement, qu'ils conscientisent un peu aux idéaux, on va dire, islamiques comme étant très, très distincts des codes de la société allemande. Ils vont avoir des séminaires du soir dans lesquels ils vont commencer à enseigner les idées djihadistes, etc. Il y a une filière qui va commencer à se monter vers la Bosnie, alors d'humanitaire, hein, mais en réalité, ce sont des combattants. Parmi eux, l'un d'entre eux, c'est Reda Sayam. Alors, ça ne doit pas forcément vous parler, mais Reda Sayam, à l'époque, il a une vingtaine d'années, et c'est lui qui va devenir l'Européen le plus capé sous Daesh 15 ans plus tard, puisqu'il sera, bon, alors vous mettez les guillemets où vous voulez, hein, mais il sera ministre de l'éducation de Daesh à Mossoul. Donc là aussi, éducation, nous on appellerait ça plutôt endoctrinement. Bon, voilà, mais cet individu, il a une vingtaine d'années dans les années 90, il est à Ulm, mais il est envoyé en Bosnie par les gens de la maison multiculturelle, qui sont deux vétérans, qui se sont installés. Là où je vous dis que jusque-là, ça ressemble à peu près à la même chose, mais je vous dis, il y a des adaptations locales, c'est qu'à Ulm, les gars ont très vite compris que quand vous passez le pont, vous êtes dans un autre Länder. Donc du coup, leur manière de faire leur prédication, c'est d'aller monter des activités de l'autre côté. Donc ils passent le pont et ils vont prêcher à la nouvelle Ulm. Donc techniquement, ils sont en Bavière et ils filent en Bade-Württemberg. Résultat, les filatures de police et les enquêtes judiciaires qui sont en train d'être ouvertes, hop, elles s'arrêtent à partir du moment où les gars passent le pont. Donc, les filatures de police, hop, les gars ne peuvent pas passer le pont puisque de l'autre côté, ce n'est plus leur compétence. Et de la sorte, ils vont monter à la nouvelle Ulm un institut avec des individus qui vont faire la même chose de l'autre côté, chassés-croisés islamistes. C'est comme les juilletistes et les haussiens, mais sur le pont au-dessus du Danube pour aller prêcher là-bas. Et ça va prendre 5 ans aux autorités allemandes de se coordonner entre elles pour pouvoir commencer à faire des perquises des deux côtés et de se rendre compte qu'évidemment, il y a des livres délivrés, des vidéos, enfin,
tout ce qu'on appelle la propagande salafiste djihadiste qui est diffusée avec vidéos de décapitation, tout ce que vous voulez, la filière pour partir en Irak, enfin, la totale, tenue évidemment, fondée par des vétérans, tenus par des Allemands, qui avaient très bien compris cette logique et qui, voilà, ça va être une des situations. Vous voyez, ça, ils ont pu le faire parce qu'ils ont compris qu'il y avait en fait une frontière administrative entre les deux. Et vous regardez pas mal de villes d'implantation des djihadistes, c'est très frappant, ce sont des zones frontalières. On ne va pas toutes les énumérer, mais si vous regardez les grandes zones de départ en France autour du djihad en Syrie, c'est Toulouse, Espagne, Nice, Italie, Grenoble, la région grenobloise, iséroise, et Lyon via la Suisse, c'est Strasbourg, l'Allemagne, l'île Roubaix-Tourcoing, la Belgique, et évidemment, on a la même chose en Belgique. Enfin, Bruxelles en soi est une ville frontière, une ville capitale, une ville européenne. Vous avez Verviers. Verviers, c'est très intéressant parce que c'est à équidistance de la Belgique, de l'Allemagne, de la France. Enfin, pardon, c'est une ville belge à équidistance avec la Hollande, la Belgique et j'ai du mal. La Hollande, l'Allemagne et la France, c'est en Belgique. Ouais, on va trouver tout ça. Bref, on peut énumérer les trucs. Je ne vais pas vous. L'une, par exemple, des grandes villes djihadistes, où il y a eu une forte implantation djihadiste en Suède, c'est Göteborg, vous voyez, ou Malmö, qui sont les villes entre le Danemark et la Suède. Bref, vous pourrez continuer comme ça, mais retenez l'essentiel. Tout ça pour vous dire donc que les machines de prédication vont s'adapter, vont être plus ou moins grandes, localement aussi aux spécificités, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des djihadistes qui, en France, tapent sur la laïcité, l'universalisme républicain et la question de l'histoire coloniale et du passé colonial non réglé, qu'en Angleterre, ils tapent aussi sur le passé colonial, mais sur la monarchie britannique, l'invasion de l'Irak et toute la gestion des communautés britanniques, qu'en Allemagne, ils tapent sur le passé nazi nazi, fasciste, voilà, on va dire raciste au sens large de l'Allemagne, de son incompétence et de la pureté culturelle allemande, etc., de la haine de l'étranger. Qu'au Danemark, ils vont taper sur les inégalités sociales qui sont par définition insupportables dans ce pays, et le fait que les minorités ethniques et religieuses sont disproportionnellement représentées dans ce niveau d'inégalité. Ils oublient de dire que l'immigration extra-européenne au Danemark a 15 ans. Vous voyez, elle a 20 ans, 25 ans si on compte large. Donc, ces phénomènes d'intégration, ils ne peuvent pas basculer immédiatement dans un système qui est totalement égalitaire. Je veux dire, il y a des gens qui viennent des coins les plus pauvres du monde, ils ne peuvent pas immédiatement passer au niveau les plus élevés du Danemark, même s'il y a des effets de transfuge de classe très impressionnants. Mais vous voyez, ce n'est pas pour autant que le système danois ne marche pas. Donc, bref, on va trouver tous ces éléments-là adaptés dans le discours aux différents pays. Et pour arriver progressivement à une conclusion et à nos échanges, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça, c'est le modèle des années 90. Il s'est construit largement en dehors des attentats. Les attentats qu'on observe dans les années 90, c'est le GIA algérien en France. Vous le savez, c'est les attentats de 95. Par ailleurs, je n'ai pas le temps de développer, mais organisés depuis Londres, avec des relais logistiques à Bruxelles pour frapper Paris. Si vous enlevez Londres et que vous mettez Raqqa, vous avez la logique des attentats du 13, c'est-à-dire organisés à l'étranger via Bruxelles pour frapper Paris avec une logique de guerre civile, un coup en Algérie, un coup en Syrie, pour justifier le tout. Je détaille ça dans le livre pour vous montrer qu'on s'est totalement planté sur la lecture des attentats de 95 en pensant que c'était un legs post-colonial, alors qu'en fait, c'était le GIA qui était en train de perdre le rapport de force face à l'État algérien et qui, en frappant la France, voulait redorer son blason en frappant l'ancienne puissance coloniale pour faire passer ça comme étant en fait une guerre coloniale en Algérie. Donc, et d'ailleurs, Abu Hamza, qui est l'un des émirs du Londonistan, disait que c'était extraordinaire de pouvoir frapper la France comme ça, parce que ça pouvait compenser, disait-il, un certain nombre de choses qui avaient été mal faites, avec tous les guillemets qui convient, en Algérie par le GIA. Et ce qu'il voulait dire par là, c'était les massacres de civils passés par le fil de l'épée. Vous vous souvenez peut-être en 97, le massacre de Ben Talha notamment, où le village entier est passé par le fil de l'épée du GIA. Ça, c'était des choses donc, qui étaient compensées en faisant des attentats
selon la logique djihadiste en France. Ça, c'est pour les années 90. Évidemment, le gros changement, c'est le 11 septembre, puisque le 11 septembre, vous le savez, un peu comme les attentats de 95, vont être grandement organisés en Europe. On retrouve les tours, la cellule de Hambourg, où vous aviez les pirates de l'air qui se réunissaient. Ceux-ci faisaient fréquemment des allers-retours à Londres, où ils allaient voir l'ambassadeur de Ben Laden en Europe qui était installé là-bas, à Boukatada. Ils étaient financés en grande partie via les réseaux des vétérans installés à Madrid, notamment un certain Abu Dahdah. La dernière réunion avant le 11 septembre pour fignoler les préparatifs se fait à Tarragone, en Catalogne. Et tout ce beau monde, par ailleurs, se rendait régulièrement ou se retrouvait à Bruxelles. Bref. Donc après le 11 septembre, les Américains vont comprendre ce qui s'est aussi joué en Europe et vont demander aux différents services de faire le ménage. Et c'est comme ça qu'on va avoir, entre 2001 et 2003, une forte réaction antiterroriste et le démantèlement des réseaux des vétérans. Ces vétérans finissent soit en prison, soit expulsés, soit mis en fuite. Et du point de vue, si vous voulez, de la logique sécuritaire, donc de la logique contre-terroriste, ce qui se passe entre 2001 et 2003, c'est que des succès. Ce sont des filières démantelées, c'est Al-Qaïda en Europe qui perd ses relais, etc., etc. Si vous regardez en dehors de la logique sécuritaire et que vous prenez en compte la logique idéologique, concrètement, les machines de prédication, elles ont juste perdu leur chauffeur et éventuellement leur fondateur. Mais elles n'ont pas perdu forcément leur manière de fonctionner. Et concrètement, ce qui se passe entre 2001 et 2004, 2005 en Europe, c'est que les jeunes Européens qu'on voyait pointer derrière les vétérans vont reprendre en main les machines de prédication. Et ça, c'est très clair dans toutes les zones que j'ai pu évoquer et étudier. À Toulouse, c'est les frères Klein qui vont bénéficier du départ des vétérans du GIA pour reprendre en main et eux commencer à européaniser leur discours. À Ulm, ce sont des jeunes, pareil, allemands, convertis qui vont reprendre la machine de prédication. À Bruxelles, on voit apparaître les premiers réseaux qui vont donner les réseaux du 13 novembre, etc., etc. Et c'est toujours en continuité avec le truc des vétérans. Par ailleurs, les vétérans sont mis en prison pour certains, comme je le disais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en prison? Mettre en place des petites machines de prédication adaptées au monde carcéral. Et ça, vous allez le voir très clairement avec des gens comme Jamel Begal, par exemple. Je pourrais vous prendre 10 000 exemples. Encore une fois, ça, si vous voulez le détail, vous l'avez ailleurs, mais ce n'est pas le propos ici. Le propos ici, c'est de vous dire qu'ils adaptent ça au contexte, mais qu'il y a toujours la même logique. Donc, une fois que vous avez compris la logique, c'est assez facile de lire le développement. Et en prison, si vous connaissez le système carcéral, il y a une règle d'or en prison, c'est le silence et le calme. Donc, si vous ne troublez pas l'ordre en prison, globalement, vous n'allez pas trop avoir de problème avec l'encadrement. Évidemment que si vous êtes djihadiste, islamiste, vous allez être repéré, mais d'autant plus à l'époque, les salafos djihadistes derrière les barreaux, quand ils ne troublaient pas l'ordre, il y avait moins de problèmes. Par exemple, j'ai beaucoup échangé avec les surveillants qui étaient sur l'aile où était Fabien Klein. Il disait, Fabien Klein, typiquement, on avait pas mal d'excités dans son étage, c'était toujours quelqu'un qui allait les calmer. Alors, il disait, bizarrement, les gars se calmaient, mais ils avaient les barbes qui poussaient, ils ne serraient plus la fin des femmes, ne voulaient plus les regarder dans les yeux, les surveillants de femmes, ils ne mangeaient plus de porc, et puis ils commençaient à nous tenir des propos assez durs sur l'Occident et sur que c'était bien fait qu'il y ait des attentats à Londres, à Madrid, etc. Donc, encore une fois, sur le plan idéologique, c'est une catastrophe. Alors, certes, ça ne bouge pas, mais voilà. Donc, ça, c'est le passage derrière les barreaux. Donc, les machines de prédication, un peu comme un tracteur, si vous voulez, vous retirez le chauffeur, vous le remplacez par quelqu'un d'autre, le tracteur continue de fonctionner. Et ça, c'est tout ce qui se passe au courant des années 2000, avec occidentalisation de la propagande, diffusion, etc. Ça reste des petites proportions. Les Kleins, ils sont 10 quand ils arrivent en 99 et qu'ils sont repérés par les vétérans. Ce sont les seuls salafistes des quartiers du Mirail. J'ai rencontré la sœur Klein qui m'a expliqué comment ils étaient moqués par les musulmans localement, qui les traitaient d'extrémistes, qui disaient que c'était des convertis qui n'avaient rien compris à l'islam, parce que les femmes avaient déjà le voile intégral. Vous vous rendez compte, à l'époque, déjà, ce qui n'était pas du tout dans les mœurs, ils étaient traités de clan de Belphégor, vous voyez. 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, en début des années 2010, le groupe des Kleins à Toulouse, au Mirail, c'est 200 personnes. Donc, on ne peut pas dire que c'est énorme. Sur 45 000 habitants, ça reste tout petit. Par contre, vous savez très bien, si on passe d'une dynamique militante de 10 à 200, ça change tout. C'est-à-dire que sur les 200, vous en aviez qui étaient dans le club de basket,
d'autres qui avaient monté des sites internet, d'autres qui mettaient la pression aux voisins, d'autres qui étaient sur les marchés à vendre des livres, des bouquins, des trucs, etc. Bref, la machine de prédication s'était complexifiée et elle était portée par plus de militants. Ce qui permettait d'ailleurs au Klein de faire des allers-retours en prison, comme Fabien Klein quand il avait monté une filière pour l'Irak, de faire des allers-retours à Molenbeek pour aller passer 1 an pour Fabien Klein, qui revient de Molenbeek en disant il faut faire la même chose que ce que les frères ont fait à Bruxelles, à Toulouse. Donc vous voyez encore une fois, logique de réimportation des techniques vues ailleurs. Une machine de prédication de Bruxelles était plus développée. Ils ont dit Molenbeek, il faut que Toulouse devienne Molenbeek. Vous voyez, identification et développement. En faisant venir des prédicateurs, en montant une école hors contrat, enfin voilà, encore une fois, du non-terreau. Ce qui ne les empêchait pas de basculer dans le terrorisme, d'envoyer des filières en Irak, etc., etc. Sur ces 200 qui sont à la fin des années 2000, vous avez donc un petit environnement, mais c'est dans cet environnement, vous avez Mohamed Merah, c'est dans cet environnement, vous avez la quasi-totalité des départs pour la Syrie. Et donc, quand on regarde les zones de départ pour la Syrie, et ça m'a beaucoup frappé de le découvrir, ce qu'on observe, c'est qu'en gros, les zones de départ entre 2012 et 2018, en tout cas 90% des départs sur les 6 000 Européens qui ont rejoint la Syrie, ce sont des zones d'implantation de vétérans dans les années 90. Donc, dit autrement, vous avez une géographie spécifique du djihadisme européen, et derrière, vous avez une histoire propre à cette géographie. Et qu'il s'agisse de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Suède, de l'Allemagne, de la France ou de la Grande-Bretagne, on va trouver toujours le même schéma d'implantation, mise en place de machines de prédication, etc. Alors oui, aux Pays-Bas, ils ne disent pas la même chose qu'en France, mais ils visent la même chose, le système politique démocratique européen, les valeurs constitutives du modèle démocratique européen. Et quand arrivent ces départs, puis les attentats en Europe, à partir des années 2010, de 2014-2015, notre réflexe, et c'est pas mal, enfin je veux dire, sur l'intention, etc., c'est pas mauvais, mais notre réflexe, ça a été partout dans les pays européens que je viens de citer, d'expliquer les attentats par nos spécificités de notre contrat social. Et donc en France, le débat public, il a tourné autour de la laïcité et de la République, et des valeurs de la République, etc. En Grande-Bretagne, autour du communalisme, aux Pays-Bas, autour du multiculturalisme batave, au Danemark, autour de la question de l'égalité, etc., etc. Donc ça, c'est très important de comprendre que à partir de là, ça change tout quand vous voyez les choses comme ça. Les zones touchées par les départs sont les zones d'implantation des machines de prédication. Ce ne sont pas les zones les plus pauvres. Ce ne sont pas les zones où il y a le plus de musulmans. Ce ne sont pas les zones qui ont subi le plus de marginalisation, etc., etc. Par exemple, il n'y a pas de départ dans les quartiers nord de Marseille. Par contre, vous avez 23 départs à Lunel. Vous avez 65 départs à Trappes dans les Yvelines. Vous n'en avez pas à Chanteloup-les-Vignes, à 11 km de là, qui est la ville jumelle à bien des égards de Trappes. Dans un cas, à Trappes, vous avez des vétérans du djihad afghan implantés fin des années 90. Dans l'autre cas, à Chanteloup, vous n'en avez pas. Vous pourrez continuer, hein. Vous n'avez quasiment pas de départ en Wallonie, alors que c'est vachement désindustrialisé, que vous avez beaucoup de chômage, forte population marocaine au chômage, etc. Par contre, première zone de départ en Belgique, Anvers, ville la plus riche du pays. Évidemment, vous avez la question du canal de Charleroi là, à Bruxelles, que j'ai évoqué, Molenbeek et tout, pour les raisons que j'ai évoquées. Vous avez Bassam Yachi et bien d'autres qui ont totalement salafisé le centre de ces communes. Vous pourrez continuer, hein, pareil à La Haye aux Pays-Bas. Voilà. Bref, vous avez compris le schéma général. Donc, on en arrive à aujourd'hui. Depuis toute cette période, il y a eu 3 grands cycles djihadistes. Il y en a eu un par décennie. Il y a eu le cycle des années 90, avec à chaque fois un pic au milieu des décennies. 95 en France. Vous avez ensuite un autre pic, les attentats au milieu des années 2000 en Europe. Vous avez l'attentat le plus meurtrier à ce jour à Madrid en 2004. Vous avez la mort de Theo Van Gogh assassiné par un djihadiste, mode Samuel Paty, dans le même esprit, etc., en novembre 2004. Vous avez les attentats de Londres en juillet 2005, contre le métro et les bus de Londres. Plus de 50 morts. Des jeunes Britanniques, 4 jeunes Britanniques. Vous avez l'affaire des caricatures danoises, qui elle-même répond à l'assassinat de Theo Van Gogh à bien des égards.
qui va déclencher en France toute la série de menaces puis d'attentats contre Charlie Hebdo. Ensuite, vous avez une nouvelle période d'accalmie, fin de la décennie 2000, début des années 2010, avec la destruction d'Al-Qaïda en Irak. Puis vous avez le pic avec Daesh, qui sont toute la période des attentats en France, et à vrai dire dans toute l'Europe, puisque je ne vais pas vous énumérer tous les attentats en Europe, mais encore moins en France, mais vous les avez tous en tête, commencer par Charlie Hebdo, le 13 novembre, Nice, etc., etc. Mais vous avez des attentats en Belgique en 2014, en 2016, en Grande-Bretagne en 2017, contre le Parlement britannique, contre London Bridge, au concert d'Ariana Grande à Manchester. Vous avez attaque à la voiture bélier à Berlin, à Stockholm, à Nice. Vous avez toute la série d'attentats de l'été 2016 en Allemagne, dans les transports publics. Bref, les attentats aussi aux voitures bélier à Barcelone, Las Ramblas en 2018. Toute la série d'attentats derrière en Espagne. Bref, période de pic. Depuis la destruction de Daesh, on est dans une période de marée basse. C'est-à-dire que les capacités logistiques et opérationnelles des groupes djihadistes qui étaient pour la plupart liés à Daesh ont été en grande partie détruites ou largement fragilisées. Les gars incarcérés, tués, etc., etc. Mais vous avez compris mon point. Ce qu'on n'a pas géré, ce n'est pas tant les périodes de marée haute qui ont été dramatiques, c'est tout la période de préparation qu'on n'avait pas vue avant dans les périodes de marée basse. Et dans mon travail, et ce sera l'un des éléments de la conclusion, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que je me rendais compte qu'à la fin de chaque décennie, donc à la fin de chaque cycle, la production intellectuelle, notamment universitaire, ce qui est quand même pour moi ce qui était c'était quand même très problématique de voir que l'université avait quand même participé à tout ça. À la fin de chaque décennie, c'était de dire c'est terminé. Donc à la fin des années 90, donc vraiment au moment où tout s'est organisé pendant 10 ans, hein, les thèses dominantes qu'on lit beaucoup, c'est la fin de l'islamisme. Et on est juste avant le 11 septembre. 10 ans plus tard, au moment de la mort de Ben Laden en 2011 et de la destruction d'Al-Qaïda en Irak, c'est la fin du djihad en Irak. C'est la fin du djihad global. Ben Laden est tué, il y a tout un tas de théories, on va revenir à une forme de régionalisation du djihadisme, comme dans les années 80, ça va s'affaiblir, ça va mourir de soi-même, etc. Je vous passe les détails. À la fin des années 2010-2020, début des 2020, quand je suis aux États-Unis, j'ai ce propos des professeurs que je vous évoquais. Mais c'est terminé, pourquoi tu bosses encore là-dessus? Je vous passe les tribunes qu'on lit à droite à gauche. Fareed Zakaria, pourtant quand même très respecté et très respectable, dans le Washington Post, qui écrit en mars 2021 un long article en expliquant que c'est la fin du djihadisme comme force géopolitique. Je vous laisse juger de la pertinence du propos. 6 mois plus tard, il y a les talibans qui reprennent le pouvoir à Kaboul avant que les avions américains aient décollé. On peut difficilement faire pire en termes d'erreurs de diagnostic, quoi, sans parler de Daesh et de la daeshisation du Hamas, etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'on se trompe sur les marées basses, on se trompe sur l'analyse du djihadisme en attentat, on a sous-estimé la dimension idéologique et que c'est ce qui fait que les vagues djihadistes ont été de plus en plus grandes et que l'idée a pu se diffuser de quelques dizaines de djihadistes dans les années 90 à plusieurs milliers dans les années 2010, la dernière décennie, et qui nous amène, je pense, en grande partie à la situation dans laquelle on est. Le message d'espoir en conclusion, c'est de dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive aux démocraties. D'ailleurs, on pourrait même remarquer que sur la même période, on a fait les mêmes erreurs avec la Russie de Poutine et qu'il a fallu attendre la guerre en Ukraine pour qu'on comprenne que les menaces de Poutine étaient quand même assez claires et assez formulées, etc. Mais que là aussi, on a totalement sous-estimé la dimension idéologique russe. Que tout ça, quand même, est assez clair que depuis les années 90, depuis en fait la chute du mur, l'Europe a tiré les mauvaises conclusions de la victoire de la guerre froide, en grande partie parce qu'elle pense l'avoir gagnée, alors qu'en fait, c'est surtout l'URSS qui s'est effondré. Que les thèses dominantes dans les années 90, c'est quand même la fin de l'histoire et le choc des civilisations, que c'était deux manières très excessives de lire ce qui était en réalité beaucoup plus fin que ça, et notamment qu'il y avait une question islamiste qui se posait. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que dans l'histoire de l'Europe, chaque fois que la menace idéologique a été comprise, l'Europe s'en est très bien sortie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a souvent fallu attendre que ce soit un peu trop tard. Mais globalement, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, les démocraties sont très très fortes. Au-delà d'être résilientes dans les attentats,
dans les périodes de marée haute djihadiste, elles sont quand même assez matures quand elles arrivent à prendre le pli du danger idéologique. Moi, ce que je dis en conclusion, c'est que pour faire ça, pour répondre aux défis, et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le relever, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire face à quelques dizaines de milliers de djihadistes quand on est 450 millions d'Européens, à condition de ne pas être 450 millions d'individualités. Mais face à ça, on pourra y répondre très sereinement si on arrive à sortir de la colère et de l'oubli, c'est-à-dire colère pendant les attentats et de l'oubli dès qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire de faire du djihadisme, du terrorisme, la jauge du djihadisme. C'est ça dont on doit sortir. Et c'est tous les défis qui nous sont posés aujourd'hui parce qu'ils sont quasiment tous politiques. Et là-dedans, il n'y a pas que la question djihadiste, il y a les autres formes d'islamisme. On va retrouver les fréristes, les salafistes, etc. Et face aux défis actuels, il faut réussir à repenser le modèle européen dans ce qui vise chez nous, c'est-à-dire les valeurs constitutives fondamentales. Donc, les différentes libertés d'expression, d'opinion, de conscience, l'égalité de tous devant la loi, l'égalité entre les hommes et les femmes, le principe de supériorité de la loi politique et démocratique sur la loi religieuse. Voyez, ce genre de choses qui sont le cœur de ce que sont devenues les démocraties européennes. Et donc, en fait, il faut revitaliser des principes qui ont été démonétisés, je pense à tort, sur les 20 dernières années. Encore une fois, les outils sont là, maintenant il n'y a plus qu'à s'en saisir. Et l'erreur, c'est de surresponsabiliser l'État et de surresponsabiliser les femmes et les hommes politiques. L'erreur, c'est de ne pas comprendre que c'est avant tout un enjeu citoyen. Et donc, c'est pour ça aussi que je tenais à parler. Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça n'a pas été trop long et je suis ravi à l'idée de pouvoir répondre à vos interrogations et à vos questions. Merci beaucoup en tout cas de votre patience sur un support qui est moins facile qu'en conférence. Donc, merci de votre patience. Merci beaucoup. Alors, hélas, voilà, on n'entend pas les applaudissements, mais je veux dire que le temps est passé très très vite et tu as une manière de présenter les choses qui est remarquablement enfin, claire et très très convaincante. Bravo pour cette présentation, parce que c'est une gageure de résumer autant de matériaux en si peu de temps. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est, voilà, évidemment, c'est le philosophe qui parle, c'est que de l'importance des idées, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque où effectivement la clé de lecture exclusive, enfin nos œillères, nos yeux, nos lunettes sont des lunettes économiques et sociales et la grille de lecture est économique et sociale, ou alors, c'est la deuxième possible, c'est comme ça qu'on interprète le djihadisme, est une clé de lecture qui sont du côté de la repentance ou de la mauvaise conscience coloniale. Et donc, voilà, on interprète spontanément le djihadisme comme l'effet de la pauvreté ou d'une relégation économique et sociale. Je ne dis pas que cette dimension n'existe pas, bien sûr, mais voilà, c'est pas la clé de lecture ni principale ni exclusive, ou alors comme une simple réaction de légitime défense par rapport à un Occident qui est un Occident méchant par essence. Et donc, c'est ces deux grilles de lecture qui nous enferment d'une certaine manière, et on ne voit pas émerger effectivement, enfin, l'émergence ou l'existence tout simplement de l'idéologie, c'est-à-dire voilà, autant elle nous paraît évidente quand on parle du fascisme. On voit bien que c'est une idéologie. Mais le fascisme ne s'explique pas pour des raisons simplement économiques et sociales ou par des raisons de quelconque sanglot de l'homme blanc, si je puis dire. Le communisme, c'est pareil. Personne n'aurait idée de dire, voilà, on peut le dire, c'est une conséquence économique et sociale, mais on a aujourd'hui l'expérience du fait que le communisme est une idéologie, enfin le stalinisme, pardon, je ne vais pas parler du communisme, mais est une idéologie à part entière, une idéologie totalitaire. Or, précisément, on ne voit pas ça aujourd'hui. Et donc, de réactiver cette affaire est vraiment le point, me semble-t-il, le plus lumineux dans ta démonstration. Et c'est effectivement la dimension de l'axe qui éclaire effectivement toute cette séquence depuis 79. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi que ça vous paraisse clair. Par ailleurs, ça dit aussi un certain nombre de choses. C'est que, contrairement à ce qu'on pense, s'emparer de ce sujet, ce n'est pas si difficile que ça. Ça nécessite effectivement un petit bagage, un peu de lecture, un peu de travail. Mais concrètement, moi, l'idée contre laquelle je me bats souvent, c'est de dire que c'est l'affaire des spécialistes. Je ne pense pas du tout qu'il faille plus de djihadologues en France.
En revanche, je pense qu'il faut réussir à intégrer cette composante, et je vois que c'est un des éléments des questions qui commencent à être posées. Il faut réussir à intégrer cet élément dans une analyse plus globale. Les sujets que vous évoquez, que ce soit les questions socio-économiques, que ce soit les questions de marginalisation de différentes natures, y compris culturelles, évidemment qu'ils ont à jouer. La dimension historique, évidemment qu'elle joue, et il faut la prendre en compte. Mais ce que je ne supporte pas, parce que c'est intellectuellement faux, c'est de dire que ça explique le djihadisme. Parce que sinon, vous auriez eu 10 000 départs à Marseille. Et ça néglige totalement aussi un phénomène, par ailleurs, qui est, et c'est une insulte au quartier populaire, parce que si vous voulez, ça veut dire que si vous êtes pauvre, vous vous tournez vers, vous vous rendez compte la logique, mais là où c'est particulièrement problématique, c'est que ça ne voit pas aussi un phénomène qu'on a beaucoup constaté dans les années 90, qui est qu'il y a eu énormément de résistance des musulmans, et notamment dans les communautés issues de l'immigration algérienne en France, à la diffusion du djihadisme dans les années 90 par les acteurs du GIA. Il faut se souvenir d'un élément, par exemple, Khaled Kelkal, qui est l'auteur des attentats de 95, un Lyonnais de Vaux-en-Velin, recruté par le GIA en prison déjà. Lui, quand il essaye de se cacher après les attentats parmi les petits truands qu'il connaît de Vaux-en-Velin, il le dégage. Et lui et tout son groupe sont indexés par les Algériens ou les Franco-Algériens du quartier en leur disant « vous n'allez pas réimporter les méthodes du GIA parce que ça a détruit le pays ». Et les gars ont passé les 30 dernières années à reconstruire le pays, à construire la France en étant dans le BTP, machin, à se casser le dos. Ils arrivent à la retraite et là, ils voient qu'il y a une guerre civile avec des djihadistes d'Afghanistan qui sont en train de... algériens, mais passés par l'Afghanistan, qui sont en train de détruire le pays et de vraiment mettre un terme aux derniers espoirs ou à ce mythe du retour, comme on pouvait le qualifier dans les années 80. Et leur peur, c'est que ces tendances-là se diffusent vers les communautés algériennes en France. Et donc, quand ils voient des Khaled Kelkal, ils disent tu dégages. Khaled Kelkal finit par se cacher dans la forêt. Donc, dit autrement, il n'y avait pas Jawad le logeur. Des assaillants du 13 novembre 2015. Ça n'existait pas dans les années 90. Ils étaient bannis. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que si vous voyez cette évolution, ça veut dire que sur le plan idéologique, les djihadistes ont réussi à faire sauter quelques digues. Pas toutes, mais quelques digues. Et donc, l'enjeu, il est là. Il est comment, en fait, on arrive à endiguer un phénomène qui, s'il ne se diffuse pas, disparaît. Par la simple fait qu'il bascule quand même hyper vite dans l'illégalisme, dans le terrorisme, etc. Donc les gars font des allers-retours en tôle, se démobilisent, finissent désargentés. Enfin, bon, c'est pas la carrière de djihadiste, c'est pas la plus belle. Hein. Donc voilà, encore une fois, on sera pas. Donc je vais peut-être répondre à des questions. Alors, non, j'en pose une autre parce que après on les intégrera, mais il y en a une autre qui, justement, dans le prolongement direct de celle-ci, c'est sur l'articulation entre frérisme, djihadisme et salafisme. Je pense que c'est important parce que d'après ce que tu dis, justement, il pouvait y avoir des frictions, voire des oppositions, voire des freins entre les trois. N'assiste-t-on pas, si on les définit, le frérisme avec une stratégie plus d'entrisme, le djihadisme avec le djihad en ligne de mire, le salafisme avec l'idée davantage d'une pureté à défendre et se protéger de la logique occidentale, donc il ne s'agit pas forcément de détruire. Est-ce qu'on n'assiste pas justement dans cette peut-être période de marée basse ou marée haute, à voir, à une convergence et à ce que les frontières deviennent de plus en plus labiles entre ces trois courants? Et merci pour votre question, pour ta question hyper précise qui me permet de dire beaucoup de choses, de balayer plein de points qui sont complémentaires de ce que j'ai pu évoquer. Le premier élément, c'est que ce qui est très frappant quand on observe les choix des villes dans les années 90 d'implantation par les vétérans, déjà, il y en a un qui est dicté par le fait qu'ils se sont implantés là où ils n'ont pas été chassés. Parce que, encore une fois, il y a un truc qui serait... J'adorerais avoir des chercheurs qui travailleraient sur ces sujets, c'est justement les endroits où les gars ne sont pas arrivés. Vous voyez, parce que il y en a pas mal qui finissent à Londres parce qu'ils ont essayé de mettre le truc en place à Alençon. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Donc, typiquement, à Marseille, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents.
En Italie, les gars se sont fait très vite dégager, ils ont dû aller ailleurs, ils se retrouvent en Belgique derrière. Vous regardez l'itinéraire du plus grand idéologue de Molenbeek, qui est aujourd'hui en détention, Bassam Yachi, il a passé 10 ans avant à Aix-en-Provence. Il a fini à Barbès, et quand il quitte, il reste 6 mois à Barbès et il quitte pour Molenbeek. Quand il arrive à Molenbeek, il dit qu'il n'a pas réussi à réformer l'islam à Paris. C'est intéressant quand même, ça dit plein de choses. Ça, il se passe des trucs, là, il y a plein de choses à comprendre, et bizarrement, on préfère passer des heures pour savoir si c'est vraiment la laïcité qui est en jeu. Vous voyez. Donc, premier point. Deuxième point, quand on regarde les villes, donc parfois ça n'a pas marché, ils ont fait des itinérances, ils sont allés à gauche, à droite. Deuxième élément, très important, c'est qu'ils avaient des attaches. Ça, c'est l'histoire universelle des diffusions idéologiques, c'est on se retrouve à Toulouse parce qu'on a un beau-frère, parce qu'on a l'ami d'un cousin qui peut nous loger, parce que tout simplement, voilà, il y a une résonance familiale, etc., une identification. Typiquement, Olivier Correl, que peut-être vous connaissez plus sous le nom de l'Émir Blanc, qui est lui qui est le chef idéologique déclin de toute la mouvance toulousaine. Correl, il débarque à Toulouse dans les années 70 parce qu'il y a le cousin de sa femme. Vous voyez, c'est bête, mais voilà, c'était Toulouse et pas Narbonne, quoi. On pourrait continuer comme ça, donc par attache familiale, par réseau, par amitié, etc. Et puis alors, il y a le dernier point qui recoupe un peu les deux aussi parfois, c'est par analyse du champ religieux. Et là, il faut comprendre que les djihadistes sont avant tout des militants au sens politique. Et ça, pareil, c'est très drôle parce que les gens, quand on parle de religieux, ils disent oh, c'est super compliqué, etc. Et quand en fait on leur dit mais ce sont des militants comme des militants politiques, là déjà on commence à avoir des références. Et donc typiquement, il faut vous imaginer ces djihadistes agissant comme des hommes et des femmes politiques en campagne. Et donc quand vous faites une campagne, vous regardez la carte électorale et vous savez où ça vote à gauche, vous savez où ça vote à droite, et en fonction de ça, vous savez comment vous allez adapter votre discours. Eux, ils n'ont pas regardé la carte électorale, ils ont regardé la carte religieuse. Et sur cette carte religieuse, les endroits où ils sont allés faire campagne, c'était des endroits où il y avait des frères muses, c'était des endroits où il y avait du tablir, ça c'est pour les années 90. À partir des années 2000, c'est des endroits où il y a du salafisme. Et alors moi, ça, dans les entretiens que j'ai fait en prison avec les djihadistes, c'est incroyable parce qu'ils ont toute la géographie religieuse de France. Donc le gars, il vous dit, ouais, à la Hilero, c'était des salafs, mais c'était des salafs tendance matérialiste. Donc nous, on s'est dit, quand on y allait, qu'ils allaient être pro-saoudiens, donc on n'allait pas avoir de mal à pouvoir leur montrer leurs incohérences. Donc on est allé là-bas. Ils vous font la carte électorale, mosquée par mosquée, secteur par secteur, etc. Donc cette carte, elle existe. D'accord ? Si elle existe dans leur tête, elle existe pour d'autres gens. Pourquoi nous, on ne l'a pas ? Pourquoi on se refuse à la prendre en compte comme un indicateur ? Vous voyez, ça, c'est des éléments de politique publique pour moi. Et le pire, c'est que souvent, on va dire, non, mais c'est la laïcité, comme si on n'avait pas le droit de penser le religieux, comme si on n'avait pas le droit de voir les effets politiques du religieux. Mais regardez, dans ce cas-là, tirons un trait. Tout ça part quand même des Lumières. Les Lumières ont été pensées pour réduire le pouvoir du religieux dans la politique et dans la société française. Si vous lisez Voltaire, il parle d'hérétiques, de mécréants, etc. La logique religieuse, elle est présente. D'ailleurs, petite parenthèse, j'étais à Saint-Étienne la semaine dernière, il y a un prof de français qui vient me voir et dit, moi, dans ma classe, je considère que j'ai un tiers de salafistes. Je lui ai dit, on a parlé, etc. Et il m'a dit, ce sont les seuls qui bossent bien, parce qu'ils lisent, etc. Et ils lisent évidemment en combat idéologique pour savoir ce que l'ennemi a comme valeur et justement pour mieux les combattre, mais ils lisent. Et ils étaient fascinés de découvrir dans Voltaire des mots comme mécréant, hérétique et tout, parce que ça leur parle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien compris que tout part de Voltaire, enfin de Voltaire et d'autres, mais des Lumières, avec l'idée que finalement, le système philosophique, pour faire hommage à ton champ de réflexion et d'études, le système philosophique occidental est quand même pensé globalement pour contenir les effets politiques de ce qu'eux veulent mettre en place. Et donc, ça, évidemment, quand vous êtes djihadiste, vous allez quand même regarder ça et vous allez vous attaquer. Et donc ça, c'est très important de le comprendre. Après, ayant dit ça, ça nous permet de voir que l'islam, j'en ai donné des bribes, mais dans les années 90 en Europe, n'est pas le même que l'islam en 2023 en Europe. Autrement dit, vous n'aviez pas de salafisme, quasiment pas de salafisme en Europe. Aujourd'hui, vous en avez. Donc déjà, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Je vais vous prendre un exemple plus concret pour vous visualiser ce que je veux dire par là. Parmi les premiers terrains que je fais au début des années 2010,
Il y en a un en région parisienne et je me retrouve du côté de Sevran. À Sevran, je vois un éducateur qui me dit qu'il est musulman, etc., et qu'il a remarqué que dans le quartier, il y a des salafistes. Et il dit, il y en a quelques-uns, ce sont des mauvais musulmans, ils sont extrémistes, etc. La façon dont il qualifie, c'est des extrémistes, des mauvais musulmans, en disant par ailleurs que les musulmans autour de lui s'en méfient. 10 ans plus tard, dans le même quartier, pas le même éduc, mais également lui-même d'origine musulmane, il me dit on reparle des salafs dans le quartier, et il me dit, moi, je ne suis pas comme eux, je ne pense pas comme eux, mais je ne peux pas dire que ce soit des mauvais musulmans parce qu'ils ont une pratique incroyable, me dit-il. Et il dit, et je suis incapable d'avoir ce niveau de pratique, donc je m'abstiens bien de les critiquer. Donc les gars étaient des bons musulmans. Lui, il ne pouvait pas faire aussi bien. Donc en 10 ans, un peu moins de 10 ans, dans le même quartier, les salafs sont passés d'être désignés comme des extrémistes par ceux qui ne le sont pas, les musulmans, des extrémistes et en gros des dangers publics pour eux, à presque des références, en tout cas des gens dont on ne peut pas critiquer l'islamité. Ça, en sociologie, tu le sais très bien, ça s'appelle un changement normatif. Ça veut dire qu'il y a eu un changement dans la norme sur la perception du bon islam et du mauvais. On est passé du salaf mauvais islam à salaf bon islam. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Évidemment, une fois que vous êtes dans cette situation-là, le taux de pénétration des idées djihadistes, il est plus fort. Donc, moi, ce que je dis, ce n'est pas djihadisme égale salafisme égale frérisme égale tout ça. Non, tout ça est très distinct. Tout ça, il y a des rivalités, etc., qui sont très fortes. Mais par contre, vous avez, à partir du moment où vous avez ces basculements, des phénomènes qui se produisent qui vont ouvrir ce que les Anglais appellent ils appellent ça le terme c'est environnement permissif. Et donc, je crois que les différentes formes d'islamisme luttent entre elles, s'opposent, parfois s'apostasient, mais sur les 30 années dont on parle, ça vont avoir tendance à générer des environnements permissifs. Ouais. Avec une prime à la radicalité. Avec une prime à la radicalité. Avec une prime à la radicalité, parce que si vous voulez, c'est toujours la même chose. Vous ouvrez la boîte de Pandore et c'est parti. C'est comme la question du burkini. Le burkini, vous allez l'ouvrir. Il y a des gens qui vont vous expliquer que non, c'est pas bien parce que le burkini, ça c'est du côté salaf, ça dévoile quand même le corps de la femme. Donc en fait, il faut interdire les femmes, si vous voulez, dans ce cas-là. C'est la logique. Vous voyez, c'est une fois qu'on commence à ouvrir le raisonnement religieux, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut lui opposer aussi un raisonnement politique. Et donc, mon propos, c'est bien de dire que on ne peut pas penser le djihadisme comme un isolat, donc pas plus qu'il y a un isolat social, culturel, économique, il n'y a pas d'isolat religieux, et qu'on ne peut pas comprendre l'évolution des machines de prédication si on ne voit pas qu'il y a eu, à un moment donné, un terreau qu'ils ont exploité. Après, évidemment, alors ça se traduit de deux façons. Je prends un exemple. Deux façons, plutôt. Je vais être très précis sur ces deux façons, ce que j'entends par deux façons. Les machines de prédication, si on regarde dans le détail ce qu'elles font, pareil, partout où elles passent, il y a deux fonctions. Il y a une fonction qui est politique, c'est pour lutter contre les systèmes démocratiques dans lesquels elles sont implantées, qui vise à dire les démocraties, c'est le système mécréant, les valeurs démocratiques, c'est mal, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est mal, il faut rejeter tout ça parce que c'est de la mécréance. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est en gros de bloquer les effets de l'intégration politique sur les personnes à qui est destiné le message religieux. L'autre niveau, l'autre fonction, ce n'est pas une fonction politique, c'est une fonction purement religieuse. Et là, c'est de produire un discours religieux qui va s'opposer aux autres, et notamment aux autres formes d'islamisme, pour dire que le djihadisme, c'est la meilleure forme d'islam, pour dire que le djihadisme, c'est l'aboutissement. Donc, ils vont aller dire aux frères muses, si vous êtes des frères muses, vous croyez quand même un peu à la démocratie, si vous êtes en voie de mécréantisation. Si vous êtes salafiste, pourquoi est-ce que vous pensez tout ce que vous pensez sans dire que le djihad, c'est bien, puisque vous avez les mêmes valeurs que nous ? Bref, ils vont produire un discours religieux dans le champ religieux pour attirer. Et évidemment, si on n'est aucun des trois, c'est qu'on est déjà un apostat, qu'on mérite la mort, qu'on est la pire espèce sur Terre. Donc, fonction religieuse, fonction politique, toutes les machines de prédication ont ça. Partout où je suis passé, j'ai vu les deux. En Angleterre, comme l'espace religieux est très étendu, la fonction religieuse, elle marche à plein régime. En France, comme vous avez le système laïque qui rend très, très visible les dynamiques communautaristes, la fonction politique, elle est surdéveloppée. La France est mécréante, la France interdit l'islam, la France la baya, etc. Ils vont y aller à fond, ils mettent le paquet là-dessus. Donc, là encore, il y a adaptation. Et donc, pour terminer cette très longue réponse sur les islamistes, dans la logique politique, toutes les formes d'islamistes sont alignées sur le rejet du système,
ce que j'appelle la contre-société. C'est des fonctions de contre-société. Il faut produire un système communautarisé distinct. Dans le champ religieux, elles sont toutes en bataille les unes avec les autres. Mais évidemment, plus il y en a une qui diffuse ses idées, plus les autres vont essayer de s'accaparer les parts de marché, quoi. Alors, on va maintenant, merci beaucoup, c'est très, très clair. On va prendre les questions. Donc, il y a une question qui je remonte tout en haut, qui est toute simple, et qui est mais vraiment intéressante de Virginie, qui pose la question de savoir quel est l'objectif, la justification des attentats. Hein, parce que, Oui. en fait, c'est une question, c'est vrai que si on dit que l'idéologie mène encore une fois le djihadisme, quel est l'objectif visé avec l'attentat? Alors, merci beaucoup pour cette question. Déjà, une réponse toute faite. Le terroriste, ça sert à terroriser. Donc, derrière le principe du terrorisme, il y a l'idée évidemment de faire des victimes, mais c'est surtout de créer des déflagrations politiques qui vont produire des effets sur les populations visées. Donc, en l'occurrence, la paralysie. On n'arrive plus rien à dire, plus rien à faire, on ne veut plus penser, on ne veut pas y penser, c'est tellement atroce. De déclencher la haine et d'avoir des réactions qui pourront ensuite être exploitées, etc. Et puis de faire peur, d'intimider, c'est-à-dire des gens qui, à la suite de ça, vont commencer à changer de discours sur l'objet de la terreur. Et ça, c'est là-dessus que les frères Muses interviennent beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat djihadiste, vous avez des frères Muses qui expliquent que c'est parce qu'on est islamophobe, etc., et qu'on l'a bien cherché, etc. Et donc, la tentation serait de lâcher là-dessus et de dire, bah ouais, c'est de notre faute, et comme ça, c'est réglé, on peut se bercer de cette illusion. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Mais globalement, premier objectif du terrorisme, ça va être ça. Et ça marche quand même. Hein. On ne peut pas dire que la violence ne produit pas d'effet. Alors après, ça peut aussi créer des accélérations. Au niveau du djihad européen, l'idée des terroristes, c'est aussi de galvaniser. Donc, il y a terroriser d'un côté et recruter, galvaniser de l'autre. Et donc, quand il y a un attentat, regardez les deux groupes. Qui est-ce qui cherche à viser et intimider? Qui est-ce qui cherche à convaincre et à recruter? Et ça, typiquement, c'est utile parce que sur le 13 novembre, par exemple, j'étais le 17 novembre en prison à échanger avec un groupe de djihadistes, ce que la pénitentiaire appelait à l'époque les groupes mixtes. Et donc, la mixité pénitentiaire, ce n'est pas du tout la mixité qu'à Sciences Po ou au collège de philosophie, parce que c'était moitié Daesh et moitié Al-Qaïda. C'était la mixité totale. Et donc, sur ce groupe, évidemment, le 17 novembre, on est encore pendant les attentats, Abaoud n'a pas été encore mis hors de danger, etc. Je m'attends à avoir 6 gars de Daesh qui disent « c'est pas bien parce que Al-Qaïda a dit qu'il fallait pas faire ça » et 6 mecs de Daesh qui disent « youpi, on a réussi notre coup ». Et ben, je me retrouve avec 10-2. 10 contre, 2 pour. Et les gars de Daesh qui étaient contre disent « c'est débile parce qu'au Stade de France, j'avais mon cousin, mon beau-frère, etc. Et avec l'un d'entre eux qui pousse le vice jusqu'à me dire « comment est-ce que je peux les convaincre que j'ai raison si on cherche à les tuer ?» C'était un raisonnement, on va dire, assez basique, mais quand même relativement exact. Plus dur de convaincre quelqu'un quand on essaie de le tuer. Et donc, en tout cas, qu'on n'est pas un méchant. Et donc, l'idée derrière, ça a été de dire que les gens qui ont cherché à galvaniser et à recruter sont été les mêmes que ceux qu'ils ont ciblés. Donc, quelque part, l'économie politique de l'attentat, là, ça n'a pas fonctionné. Ce n'était pas la bonne. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, quand il y a un attentat, regardez avec cette grille de lecture très simple, déjà, ça permet d'éclairer pas mal de choses, notamment les derniers en date assez dramatiques sur l'école. Derrière ça, la logique plus globale, théorisée, conceptualisée, qu'on va retrouver dans les mouvements djihadistes européens, on le retrouve à partir de 2004-2005, hein, c'est assez ancien. C'est de dire que le djihadisme le terrorisme, pardon, va être le grain de sable qui va enrayer toutes les machines. Donc, en gros, faire des attentats, c'est déclencher des réactions à l'extrême droite. Alors, évidemment, des votes pour l'extrême droite, mais des réactions type en l'Irlande la semaine dernière, qui vont ensuite générer un face-à-face communautaire, qui vont permettre aux djihadistes d'aller recruter, de convaincre davantage dans les milieux musulmans, et in fine d'ouvrir un front du djihad en Europe, dont, selon l'eschatologie de référence pour les djihadistes, ils sortiront forcément victorieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que les djihadistes sont convaincus que la fin du monde est pour eux. Hein.
Les dés sont déjà réglés, les règles sont connues, l'histoire a une fin, c'est eux qui gagnent. Donc, ça les amène tout le temps à faire des conneries, y compris comme en Syrie, etc. De foncer dans le chaos en pensant qu'ils vont sortir victorieux dans la version la plus millénariste. Et donc, du coup, dans cette logique-là, l'idée de multiplier les attentats en Europe, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement moral collectif, si vous voulez. On va réussir à faire sortir de leur gonds les démocraties européennes et les démocrates en multipliant les attentats jusqu'à ce qu'en fait, ils se dédisent, ils se dévoilent, si vous voulez, et qu'ils montrent qu'en fait, ce sont des régimes autoritaires comme Moubarak, comme l'Algérie, etc. C'est-à-dire, ils suspendent l'état de droit et ils vont mettre tout le monde en prison, ils vont tuer tout le monde, et dans ce cas-là, les djihadistes pourront recruter davantage. C'est vraiment une stratégie du chaos, c'est une stratégie de guerre civile. Ce qui est impressionnant de voir, c'est que même si les démocraties ont fait pas mal d'erreurs sur les 30 dernières années dans l'appréciation de la menace, notamment de la menace idéologique, ce qui est impressionnant de constater, c'est la résilience des démocraties quand même. Notamment la France, parce que oui, on est dans une situation compliquée sur le plan politique du fait de ces différentes dimensions-là, mais la réalité, c'est que ce qu'a vécu la France, qu'a subi la France entre 2014 et 2018-2019, y compris avec un attentat à 3 jours du premier ou du deuxième tour, je ne sais plus, deuxième tour de la présidentielle en 2017, attentat sur les Champs-Élysées, etc. Je ne sais pas combien de pays auraient pu l'encaisser. Hein. Et nous, on passe notre temps à battre notre coupe, mais je ne sais pas, par exemple, aux États-Unis, pour avoir passé près de 3 ans aux États-Unis, je ne sais pas si ce niveau-là d'attentat à la proportion des États-Unis aurait pas déclenché une situation totalement hors de contrôle dans ce pays. Donc, on est quand même résilient dans les phases de pic. Maintenant, il faut qu'on soit résilient idéologiquement dans les phases de marée basse, quoi, en gros. Et donc, voilà un peu la logique djihadiste autour des attentats terroristes. S'ils peuvent atteindre le même but sans employer les attentats, comme par exemple, ils peuvent le faire en prison sans trop troubler les trucs, ou en Syrie, en Irak, en forçant la population à rejoindre leur loi et à appliquer la loi islamique, ils le feront. Du coup, dans le prolongement, mais sur justement l'accusation d'islamophobie, parce que ce que tu dis à l'instant, c'est très impressionnant, parce que c'est effectivement, la France est réputée islamophobe, alors même que par rapport à ce qui est plutôt impressionnant, quand on prend un peu de recul, c'est le fait que la seule réaction à l'égard de l'islam, si je puis dire, c'est d'acheter des bouquins sur l'islam. C'est qu'ils sont en tête des ventes et qu'on essaie de comprendre cette religion et justement de distinguer en quelque sorte entre l'islam et l'islamisme. Et donc que l'accusation d'islamophobie est effectivement une accusation totalement, alors pour le coup, une construction idéologique redoutablement efficace, mais nous correspondrons assez peu à la réalité. Oui, bah déjà, le terme phobie. Phobie, c'est une peur irrationnelle. Donc, par définition, si vous voulez, il n'y a pas de raisonnement totalement irrationnel pour des gens qui seraient évidemment pas dans une réflexion politique très élaborée, mais à redouter des attentats et à considérer que la religion qui est en cause, voilà. Donc déjà, je ne dis pas du tout ça pour banaliser, mais il y a déjà dans la construction même du terme, cette idée de phobie est déjà problématique. Deuxième élément, pour venir vraiment sur l'essentiel, qu'est-ce que l'utilisation de l'islamophobie? Déjà, le concept a été construit. Encore une fois, si on fait un peu de généalogie, il apparaît vraiment, il est un peu plus tôt, mais il apparaît vraiment dans l'usage autour du milieu des années 2000, 2003-2004, utilisé principalement par les groupes proches de la mouvance frériste. Et l'idée derrière ça, c'est de pouvoir contrôler le débat autour de l'islam. Et ça, c'est vraiment la force, il faut bien reconnaître, des fréristes, c'est qu'ils sont très, très forts pour formuler les termes du débat, et notamment du débat autour de l'islam. Et donc, l'idée, derrière ça, c'est de dire que si vous avez une critique de l'islamisme, c'est qu'au fond de vous, vous avez en fait un problème avec l'islam. Donc, l'idée, c'est de faire croire que islamisme égale islam, égale d'ailleurs, si on continue la chaîne, djihadisme, égale attentat, ce qui est par ailleurs la logique des racistes, ce qui est la logique des gars qu'on va retrouver qui expliquent que du côté de Zemmour, tout musulman est un djihadiste potentiel. Donc, la logique même de l'islamophobie est déjà sur un raisonnement très, très tendancieux. L'idée, c'est de dire l'islamophobie, si vous rentrez sur le débat autour de l'islamisme, c'est que vous êtes islamophobe. Et à partir de là, l'accusation d'islamophobie intimide tout le monde, parce que personne ne veut être islamophobe, personne ne veut être accusé de racisme. Et donc, vous vous gardez bien de commenter ces enjeux.
Et donc, qui reste à la fin pour commenter les enjeux? Les militants. Et les militants qui en font, qui poussent à mort là-dessus. Et donc, on le voit bien, la construction même de tout ça, c'est en fait D'ailleurs, c'est pensé sur le modèle de l'antisémitisme. Hein. Souvent, l'idée, c'était de dire on va faire la même chose, comme ça, on pourra contrôler, si vous voulez, une sorte de rente mémorielle sans qu'il y ait eu la Shoah. Vous voyez, c'est la logique du truc. Et donc derrière ça, l'erreur, c'est évidemment de s'y conformer. En même temps, c'est plus facile. Et donc, la tendance, elle est de ce côté-là. Maintenant, encore une fois, il y a plein de termes qu'on peut utiliser pour désigner une réalité qui est acte anti-musulman, racisme anti-musulman. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'idée d'islamophobie et l'idée qu'on puisse être islamophobe, parfois même sans le savoir, vous voyez, on en arrive assez loin dans la logique, c'est la volonté derrière de contrôler le débat sur l'islam et d'empêcher la distinction essentielle entre une religion, les croyants et la foi d'un côté, et l'usage politique de concepts religieux, mais par des militants. Et ça, c'est pas possible. Et ce qui est très fort avec le système français, c'est qu'on n'accepte pas trop ça. Et moi, je suis vraiment impressionné. Je vous dis pas ça par espèce d'excès d'optimisme et tout. Je pense que je suis assez réaliste sur un certain nombre de principes, mais je suis impressionné de voir quand je fais des conférences partout en France, dans des endroits où ces enjeux ne sont pas forcément très connus et tout, de voir la maturité politique des Français qui, quand même, très rapidement comprennent que c'est du charlatanisme, quoi. Qui comprennent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le terme. Et sans même avoir forcément vu la logique militante qui a promu le terme sur 15 ans, etc. etc. Le problème, évidemment, c'est qu'il est utilisé maintenant un peu trop communément, mais globalement, ça tient. C'est beaucoup moins le cas dans les pays anglo-saxons. Merci. On va prendre une question, la question de Jean-Baptiste Julien, que je salue, qui est doctorant et qui travaille sur la question de violence en politique. Donc, quand vous évoquez en conclusion la dimension citoyenne de la réponse, pensez-vous par exemple à la société de vigilance évoquée à plusieurs reprises par le président de la République? Ce genre d'incitation vous paraît-elle vraiment de nature à lutter contre le phénomène? Qu'en est-il de l'action des services de renseignement et d'une amélioration possible de leurs moyens compte tenu de l'importance de la menace? Super. Je vais commencer par la dernière partie de la question, la dimension renseignement. Moi, je pense que la dimension sécuritaire en Europe est la mieux couverte sur la question du djihadisme. Il y a eu renforcement des moyens, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et par ailleurs, c'est la dimension, entre guillemets, la plus facile à couvrir. Parce que là, l'enjeu, il est connu, il est terrorisme. Donc, c'est le terrorisme, il faut lutter contre ça. On prend des lois, on développe des programmes, on forme des gens, on a des systèmes de surveillance. Et là-dessus, après, il y a l'exécution de la loi, l'exécution des peines, etc. Donc, cette dimension-là, on peut toujours faire énormément de choses, on peut toujours progresser, mais paradoxalement, c'est ce dont on parle le plus. Et pour moi, c'est le mieux couvert. La dimension politique, donc la première partie de la réponse, je ne me retrouve pas forcément dans cette idée de société de la vigilance, déjà parce que je déteste le terme vigilance et que ça fait, on a l'impression, si vous voulez, qu'il faudrait qu'on soit au garde à vous. Ce que je crois, c'est que la question, elle est juste politique. Et là encore, réfléchissez bien à ce qu'a connu l'Europe sur les 250 dernières années. Il n'y a pas une menace idéologique qui n'ait pas trouvé une forme de réponse à partir du moment où elle a été comprise. Et donc, il n'y a pas besoin d'être vigilant ou au garde à vue. Il y a besoin de comprendre la menace, de sa façon de fonctionner et les idées qu'elle colporte, de comprendre ce qui est visé dans le modèle et ensuite d'en voir les applications très concrètes. De l'abaya, si vous voulez, qui n'est pas djihadiste en soi, mais qui est poussé par les fréristes, en vue de confessionnaliser la cour de récré, en vue de distinguer sur la base d'une religion des élèves dans une salle de classe pour rendre impossible l'idéal d'émancipation et d'instruction qui est sous-jacent au modèle républicain français. Vous voyez, ça, c'est typiquement là où les principes sont en jeu. D'ailleurs, vous remarquerez une question qui n'est pas très, très difficile à trancher une fois qu'on a la grille de lecture. Est-ce que la baya est sujette, risque de produire une distinction des élèves sur la base d'une confession? Oui, non, oui. Est-ce que c'est problématique dans une salle de classe? Oui, probablement. En tout cas, ça change la donne. Est-ce que c'est souhaitable en France en 2023 compte tenu des enjeux sur ce sujet? A priori, non. Vous voyez, avec un peu de clarté, en regardant un peu les principes en jeu, en regardant ce qui est visé, on arrive quand même très vite à une réponse. Par ailleurs, il y a une loi, donc ça règle aussi un peu la question sur le plan juridique. Mais
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être particulièrement vigilant, il y a besoin d'être citoyen. Il y a besoin d'avoir les outils, de comprendre ce qui est visé, et à partir de là, on sait quoi faire. Et ce qui manque sur ces sujets, c'est justement cette forme de conscience. Il y a eu tendance, on le comprend, c'était souvent pour les meilleurs, armés des meilleures intentions, mais la grande chose qu'il y a eu, c'est la relativisation. En disant, il faut relativiser, la relativisation culturelle, ça va rentrer dans le rang parce qu'on va donner de la reconnaissance symbolique. Tout le discours qui utilise Ricoeur, par ailleurs, qu'aime beaucoup le président, et qui aboutit en fait à faire un compromis avec des individus qui vous expliquent que la Terre est plate, et nous, pour pas trop les gêner, on leur explique que la Terre est ovale, parce qu'on veut bien faire le compromis. Sauf que derrière, les mêmes individus, regardez comme ils sont débiles, ils expliquent que la Terre est ovale alors que tout le monde sait qu'elle est plate. Vous voyez, il n'y a même plus le. Donc, ces logiques-là, je crois qu'il faut les avoir en tête parce qu'aujourd'hui, c'est là où c'est testé. C'est testé à l'école, demain, c'est les entreprises. Voilà. Et c'est là où on va voir une forme de continuum islamiste. Il y a un djihadiste en prison qui m'a dit moi, je considère que les frères musulmans, ils ont 0/20 en termes de doctrine. Ils n'ont rien compris, par ailleurs, que globalement, leur action politique nous amène dans le mur. Et il dit, il y a un élément sur lequel je n'ai pas de problème, c'est quand ils revoilent les filles. Et tout le travail qu'ils font, il dit, moi, je suis personne pour dire que ce n'est pas bien, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous d'évoluer ensuite dans des sociétés où l'interdiction d'un certain nombre d'éléments qui viennent à partir du moment où les femmes sont voilées sont acquis que quand on a affaire à des femmes qui ne comprennent même pas ça. Vous voyez, c'est bête ce qu'il dit, mais l'abaya, c'est évidemment pas suffisant pour un djihadiste parce que c'est quand même des jeunes femmes qui vont à l'école française, mais dans l'idée, c'est mieux. Et d'ailleurs, Daesh ne s'est pas trompé, enfin Al-Qaïda en l'occurrence, ne s'est pas trompé, puisque autour de la polémique sur l'abaya, ils ont menacé la France, comme ils avaient menacé la Suède sur la question des Corans brûlés. Une autre question, alors, d'Éric Deschavannes, donc vice-président du Collège de philosophie, qui aura été là aussi. Est-il possible de lutter contre la propagation de cette idéologie de l'allégeance et du désaveu qui propose un récit global extrêmement moderne, finalement, et qui dispose avec les réseaux sociaux d'un puissant moyen de diffusion? Autrement dit, on se retrouve dans une situation un peu comme dans les années 30 où la vieille démocratie qui paraissait has-been était concurrencée par le fascisme ou le communisme qui paraissait comme novateur. Et d'une certaine façon, la modernité aujourd'hui, c'est du côté de l'islamisme. Voilà un peu le discours. Et donc, comment peut-on être plus moderne qu'eux? Voilà. Je suis hyper content d'entendre le mot moderne parce que c'est vraiment ce que sont les islamistes de manière générale. Ce sont des acteurs politiques modernes. Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'effectivement, ils se réfèrent à une idéologie qui est moyenâgeuse au sens propre du terme, c'est-à-dire médiévale, à des principes théologiques médiévaux, mais en réalité, politiquement, et ce sont bien les produits de la modernité. C'est bien le produit du 19e et du 20e, quoi. Et ça, on a du mal à le comprendre aujourd'hui parce que oui, on a des djihadistes qui tweetent, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, au niveau de la modernité de leurs propos, pour empêcher la diffusion, c'est vrai que déjà, il faut en reconnaître la viralité. On se le dit pas assez, mais le djihadisme, c'est quand même une idéologie qui est apparue dans une guerre contre l'URSS avec sous le coup d'un mélange d'idées qui venaient de mouvements extrêmement minoritaires et radicaux, égyptiens, syriens, irakiens, saoudiens, pakistanais, etc., et qui s'est diffusé en l'espace d'une génération des montagnes de l'Hindu Kush, les contreforts de l'Himalaya en Afghanistan, vers les périphéries d'un certain nombre de villes européennes en l'espace de 25 ans, au point de parler, de faire sens pour 6 000 Européens qui, 25 ans plus tard, ont décidé d'émigrer dans le pire conflit de l'histoire en Syrie, de l'histoire récente, en Syrie pour mourir ou vivre sous les bombes, quoi. Donc, c'est pas de la gnognotte, l'idéologie. Quand on est capable de faire ça pour elle, c'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui la relativisent, c'est plutôt qu'elle est très puissante et très virale. Et donc, comment lutter contre ça? C'est une énorme question. Par ailleurs, vous avez compris que mon propos, c'est de dire que ça s'est construit graduellement, progressivement sur 30 ans. Donc, ça ne va pas se régler en 2 mois. Ça va se régler par une inversion des dynamiques sur 30 ans aussi, peut-être même un peu moins, mais parce que cette idéologie, quand on l'abandonne, on passe vite à autre chose. Mais c'est
c'est l'inverse, si vous voulez, de la radicalisation express. On a eu des phénomènes qui se sont produits par infusion très lente, de proche en proche. Enfin, voilà. Donc, une des réponses pour endiguer tout ça, c'est d'enrayer les machines de prédication, au sens propre et figuré. Donc, il y a des machines de prédication au sens figuré, c'est celles que j'ai évoquées, c'est toutes les structures. Donc, là, il y a des procédés administratifs pour les écoles hors contrat salafistes, par exemple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Pareil, on a les outils pour. Donc, pour la question d'un certain nombre d'associations, en Angleterre, ils ont une association qui est salafo djihadisante, quoi, qui est très très tendue, mais qui touche aussi pas mal les frères, qui s'appelle Cage, qui est hyper active, etc., y compris en français. Cage, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Bon, je ne comprends pas qu'elles soient encore là. Vous voyez, il y a tous les dispositifs légaux pour fermer Cage existent. La démonstration, elle est plus que faite. Il y a 25 bouquins avec des chapitres entiers dessus. Enfin, il y a juste à s'intéresser à ce qui s'est passé. Vous voyez, ça, c'est très concret. Après, il y a les machines de prédication au sens propre. Ça, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est des vraies machines algorithmiques à produire du désaveu, puisque c'est ça qui est utilisé. Vous regardez TikTok. Je vais vous donner un exemple très concret. TikTok, juste reprécisons ce qu'est TikTok, un réseau social le plus utilisé par les jeunes. Les 12-25 ans, c'est leur premier espace de socialisation, ça va être sur TikTok, où ils vont se documenter, ils vont lire l'actualité, ils vont débattre à partir de sujets qu'ils vont voir émerger sur TikTok et proposés par l'algorithme. Et TikTok, avec des étudiants, on a fait ça à Sciences Po, on a testé, on a fait des nouveaux comptes sans donner d'indication spécifique à la machine. Et entre 3 et 5 vidéos, on tombe sur du contenu salaf. Pour moi, ça veut dire qu'en matière religieuse, l'algorithme de TikTok est salafiste. C'est à bout de TikTok, si vous voulez. Et donc là, on se retrouve dans le truc. Là, c'est très concret. Donc TikTok France dit, c'est pas nous l'algorithme, on ne contrôle pas. Ils renvoient aux États-Unis, ils disent on ne contrôle pas. Donc de deux choses l'une, soit ils ne contrôlent rien, et dans ce cas-là, on a un problème d'ingérence chinoise, soit ils ne veulent pas contrôler, et dans ce cas-là, il faut les forcer. Mais ce n'est pas normal que le premier espace de socialisation des jeunes, qui n'est pas le petit journal, qui n'est pas la salle de classe, qui n'est pas la radio le matin, etc. Enfin, bref, parce que nous, on a pu connaître à nos différents âges, que ce soit TikTok, cet algorithme propose si facilement du contenu aussi radical, et je vous passe les vidéos, hein, c'est des influenceuses de 15 ans qui clignent avec des papillons qui leur sortent des yeux au sens propre, là, avec des effets de filtre, et qui vous parlent des livres à lire, et elle vous donne la liste, c'est la même liste que celle que donnaient les salafistes que j'interrogeais en prison. Vous voyez, c'est Ibn Abdel Wahhab, c'est le pire du salafisme. Et elle vous dit ça avec un petit air d'ange, etc. C'est pas possible si ça arrivait une fois de temps en temps, mais ce serait déjà problématique. Là, c'est tout le temps. Donc, vous voyez, les démocraties, quand je vous parlais des réponses politiques, ça, si on identifie ça comme un problème politique, on a tous les éléments pour fermer TikTok demain. Hein. Alors, évidemment, il faudra se justifier, faudra bétonner le dossier, ils vont se plaindre, ils vont faire des recours, la Chine va se plaindre et tout. Mais quelque part, est-ce que moi, je pense que ça fera partie des sujets dans 10 ans, on dira, ah bah TikTok, ça tournait, puis alors on aura… Voilà, c'est pas normal. Donc, ça, sur les machines de prédication, enrayer les algos à un moment donné, c'est peut-être jouable. Par ailleurs, innover aussi sur le plan de la tech pour rendre tout ça plus visible, c'est tout à fait possible aussi. Donc, il y a des mesures claires, il y a des mesures moins claires, et globalement, il y a le réarmement intellectuel citoyen, qui n'est pas pour moi la même chose que la société de vigilance. Et ça, c'est aussi ce que vous faites dans ce DU, au collège de philosophie. Et c'est pour moi, je pars toujours de ce principe-là. Ce n'est pas assez, mais je me dis combien de personnes on peut toucher à notre petite échelle. C'est vrai que nous aussi, on devrait se mettre sur les algos, sur les trucs, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et la formation, c'est quand même hyper important. Moi, je forme, 200 élèves par an à Sciences Po. Sur 10 ans, ça fait 2000. S'il y en a 10% qui ont retenu le truc, ça fait quand même 200 professionnels qui touchent un peu à ces questions, quoi, voire beaucoup. Merci, on va rester là. Il y a beaucoup d'autres questions, mais voilà, je crois qu'il faut, on restera des heures. Mais voilà, ça veut dire qu'on refait ça une autre fois, une prochaine fois, parce que Avec je pense plaisir. qu'on a beaucoup de sujets. Vraiment, c'est passionnant. Merci infiniment vraiment. Et je regrette que les applaudissements ne soient pas audibles, mais je les vois.
même quand les caméras sont cachées. Vraiment, c'était passionnant, vraiment absolument passionnant, Claire. Et donc là, les messages ne cessent d'arriver, donc voilà, ça suffit. Juste pour préciser le calendrier, donc la prochaine séance du Collège de philosophie, vous avez reçu, donc ce sera le 12, et du DU laïcité en conférence open, ouverte, donc la vitrine. Ce sera le 12 janvier et nous recevrons, alors sur un sujet assez proche, mais dans un angle différent, Médéric Chapiteau sur la question de l'islamisme qui entre dans le sport, qui pénètre dans le sport. Donc, à la veille des Jeux Olympiques, on doit regarder ça d'un peu près. Voilà. Et puis, il y aura d'autres séances du Collège de philosophie sur des thématiques différentes, mais le programme sera disponible là aussi au début du mois de janvier. Merci encore infiniment. Merci. Bonne soirée à tous. Et puis, merci de votre fidélité. Vous étiez particulièrement nombreux. Et j'ai vu aussi qu'on regarde le collège de philosophie à plusieurs, ce qui est une manière de retrouver de la convivialité dans ce monde virtuel. Donc, je salue tout le monde avec grand plaisir. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.